Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Bieber left, 75, Katie, Omaha, quick going. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Go ahead, goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode du podcast Jeune Actu, le numéro 420. Alain Maté, très heureux de vous accueillir à mes côtés cette semaine. Raphaël Masmejean est là. Bonjour Raphaël. Salut à tous. Grégory Richard est là. Bonjour Grégory. Bonjour messieurs, bonjour à tous. Grégory garde les mains loin du clavier. On ne coupe pas intempestivement les enregistrements. Les sushis sont commandés, tout est bon, c'est bon Greg, tu es prêt ? Tout à fait. Ça arrive. Bon, ça marche. Messieurs, la Free Agency est lancée. On va faire le point sur un marché plutôt calme pour l'instant, même si on va voir qu'il y avait quand même pas mal de bonnes affaires à faire. Les gros dossiers pour commencer, les vainqueurs et les perdants ensuite. Vos questions pour terminer, c'est le programme de cette émission. On vous rappelle évidemment que c'est un point sur ce qui s'est passé en début de Free Agency. Pour le point complet, on reviendra dans quelques jours ou semaines pour faire probablement un petit conseil de classe comme l'année dernière et noter un peu tout ce qui s'est passé pour toutes les équipes. Ce sera beaucoup plus large, mais en attendant, c'est parti. Hi, it's Trent Brown from the Oakland Raiders and you're listening to the Touchdown Podcast. Trent Brown, anciennement des Oakland Raiders, désormais à nouveau membre des Patriots. On va en parler parce que les Patriots ont été l'équipe probablement la plus active. Alors pas en quantité, les Texans ont signé un camion de mecs assez inimaginable, mais les Patriots font partie des plus actifs en termes de quantité et aussi d'argent. Une fois n'est pas coutume, on s'est lâché. Les signatures se sont multipliées. Hunter Henry, Matthew Judon, Jonnu Smith, Trent Brown, on l'a entendu, de retour par transfert. Kyle Van Noy de retour par signature. David Andrews qui revient. J'en oublie parce qu'il y a beaucoup de monde. Davon Godchaux, Henry Henderson, Raekwon McMillan, Justin Bethel, Jalen Mills, Cody Davis, etc. Nelson Agholor, évidemment, que j'ai oublié, pour 26 millions de dollars, ce qui est quand même une belle signature, et la re-signature de Cam Newton. Je vais commencer par une question simple. Est-ce que vous pensez qu'ils sont de retour dans la course au play-off ? Bim, dès maintenant, avec la Free Agency. Greg, sourcil levé. Oui, ils sont dans la course au playoff. Après, encore une fois, c'est vrai qu'on est un petit peu sévère parce que on en attendait forcément un peu plus, en tout cas, que ce qu'on en a vu en fin de saison régulière. Mais je suis pas sûr que les Pats étaient aussi loin des playoffs que ce que peut laisser entendre leur fiche. Il y a pour moi une deuxième partie de saison qui a clairement été loupée, dans le sillage notamment de la mauvaise période de Cam Newton. Et là aussi, il y avait dans cette volonté, en effet, de vouloir re-signer Cam Newton, d'une part, peut-être pour montrer que le problème ne venait pas essentiellement de lui, parce qu'en l'occurrence, il y a des cibles, tu le disais, qui ont été ajoutées, plus séduisantes sur le poste de tight end, soyons clairs là-dessus, même s'il y a des bons receveurs qui s'annoncent par le biais de la draft. Mais oui, non, clairement, ça les remet dans le coup, et je dirais même plus, là, très clairement, il y a quand même un seul poste qui me semble à considérer désormais du côté des Pats. Je pense que c'était le principal objectif de la Free Agency, c'est le poste de quarterback. Et en tout cas, ils se laissent les coups des franges pour considérer ce poste très clairement par le biais de la draft pour éventuellement monter très haut. Alors, on va revenir là-dessus. Raphaël, toi, ton avis sur ces signatures, est-ce que c'est de la profondeur ou est-ce que c'est vraiment des joueurs d'impact ? Je pense qu'on est un peu entre les deux. Si on prend la masse des transferts, c'est, je dirais, plus de la profondeur. Maintenant, je pense qu'il y a quand même 2-3 joueurs qui peuvent avoir un vrai impact sur cette équipe. Je pense forcément à la paire de tight end de Jonnu Smith et Hunter Henry, qui sont peut-être pas encore des top tight end, des top joueurs à leur poste, top 3, top 5, tout ce que vous voulez, mais qui sont des jeunes joueurs qui ont un vrai potentiel, qui ont quand même montré des bonnes choses dans leurs équipes précédentes et qui peuvent, à mon sens, vraiment apporter un plus, et de toute manière qui apporteront un plus, parce que les Patriots passent quand même du néant l'an dernier en termes de cible à là, cette saison, l'ajout de ces deux tight ends.
Agholor, on aime ou pas, mine de rien, il fait quand même une belle saison l'an dernier chez les Raiders. Après un début de carrière compliqué à Philadelphie, il se sort vraiment, il se remet bien en selle à Oakland. Donc si tu arrives à signer ce Agholor-là, c'est pas une mauvaise pioche quand tu vois qui avait les Patriots l'an dernier. Tu as le retour, alors là c'est plus la free agency, mais tu as le retour de Edelman de blessure. Donc quand même, objectivement, que ce soit numériquement ou en termes de qualité, leur groupe de cible, qui était peut-être le plus gros défaut de l'équipe l'an dernier, est renforcé. Tu fais venir aussi du monde sur la ligne défensive. Bon, moi je trouve que tu réponds à des besoins à la fois de profondeur et d'impact. Donc à ce niveau-là, pour rejoindre ta toute première question, je pense qu'ils sont en course pour les playoffs. Après, Agholor, tu fais bien de le dire, 48 réceptions, 896 yards et 8 touchdowns l'an dernier. Il sort de sa meilleure saison sur les yards gagnés et en de NFL. mémoire, surtout très peu de drop par rapport à Philadelphie qui était son gros problème numéro 1. L'an dernier, j'ai pas en tête beaucoup de drop de sa part, comme ça avait pu être le cas chez les Eagles. Donc s'il a réussi à régler ce problème-là, alors ok, c'est pas un receveur numéro 1 comme tu peux l'avoir dans certaines équipes, mais enfin par rapport à ce que New England avait l'an dernier, moi je trouve qu'il y a un vrai saut qualitatif à ce niveau-là. Mais Il y a aussi Kendrick Bourne, d'ailleurs, qui est plutôt un joueur intéressant à ce niveau-là. Alors, moi, je suis globalement d'accord avec tout ce que vous avez dit, au sens où il n'y a pas un receveur numéro 1. Bon, ça, c'est clair. Je suis un peu... Il fallait les signer, les tight ends, ils avaient des besoins, etc. Bon, je suis d'accord, c'est pas Gronk et Hernandez regen, on n'en est pas là du tout. Hunter Henry, il a quand même eu beaucoup de pépins physiques, il n'a jamais joué une saison complète. Moi, c'est un peu ce genre de choses-là qui m'embête. Après, encore une fois, c'est un joueur sur lequel tu peux tenter. Jonnu Smith, il y a beaucoup d'argent qui a été mis sur Jonnu Smith. C'est 4 ans, 50 millions avec 31 millions garantis. Ça me semble beaucoup pour un mec qui a jamais passé les 500 yards. Après, il paye un potentiel aussi parce qu'il n'est pas très vieux. Mais voilà, moi je vois ça comme beaucoup de profondeur, de qualité, et en effet c'est ce qui leur manquait quand même pas mal ces derniers temps. Donc, mais il y a l'énorme problème du quarterback que Greg a avancé. Ouais, alors justement, pour lier un petit peu les deux phénomènes, si je peux dire ça, on s'interroge beaucoup forcément le fait d'avoir recruté deux tight ends importants, ou en tout cas titulaires dans leurs précédentes équipes. On a forcément pris la référence Gronkowski-Hernandez. Après, voilà, c'est aussi des tight ends extrêmement polyvalents et qui peuvent énormément apporter sur le jeu au sol. Et je pense très clairement qu'on est reparti aussi du côté des Pats. Parce que si en plus tu fais venir un quarterback rookie l'année prochaine, va forcément y avoir toujours ce truc le nouveau Brady, attention, comment on va réussir à prendre sa place, etc. Il y a quand même, je pense, dans la volonté de poursuivre le gros jeu au sol qui a été mis en place la saison passée avec Sonny Mitchell, avec surtout Damian Harris qui a montré d'excellentes choses en 2020. Et le fait d'avoir ces deux tight ends là d'impact et d'avoir aussi considéré de manière assez notable la ligne offensive, en ajoutant en effet Trent Brown, ils ont réussi à garder Andrews comme tu le disais, même peut-être Karras est arrivé en rotation éventuelle. Ça permet aussi d'insister sur cet état de fait en ayant en plus des tight ends qui sont capables de produire à la réception comme on les a vu faire, même si en effet il va peut-être pas falloir s'attendre à des saisons à milliards pour les deux concernés. Oui, t'as bien fait de le rappeler. Et par contre, sur la ligne offensive, ils perdent Joe Toney quand même, qui est parti du coup chez les Chiefs. Mais dans l'ensemble, encore une fois, c'est très solide. Même la ligne défensive, comme le disait Raphaël. Moi, je suis plutôt, les retours de Van Noy, de mecs comme ça. Ils ont quand même toujours Gilmore. Ils ont Hightower qui va revenir de ça sa manque saison, peut-être de Covid. gros hormis Gocho, mais oui, non, voilà, je te rejoins. Ils ont un front seven en tout cas qui va être extrêmement intimidant. Mais Gocho arrive, donc c'est déjà ça aussi. Je trouve quand même, tu vois, Henry Anderson, c'est un vrai joueur de devoir. C'est pas une grande star, mais je trouve qu'il remplit, qu'il va faire le taf. Le pari le plus intéressant, finalement, moi je trouve, c'est Matthew Judon. Est-ce que les Patriots sont capables de lui faire prendre une autre dimension dans leur système et dans cette équipe ? Je trouve que c'est un vrai pari intéressant parce que c'était un bon joueur dans la rotation de Baltimore et on sait dans une équipe qui arrive à créer beaucoup de pression via de nombreux joueurs, via ses systèmes. Si les Patriots arrivent à lui faire passer un palier et en faire devenir un pass rusher numéro 1, ça pourrait être aussi une bonne pioche pour une équipe qui en a peut-être manqué un peu ces dernières saisons. Voilà, après, juste pour me faire la critique un peu quand même de cette intersaison des Patriots, parce qu'on... C'est vrai qu'habituellement, on a l'habitude quand même dans ce podcast de mémoire, ça nous arrivait souvent de remettre en question les équipes qui faisaient énormément de signatures à la free agency, dans le sens, parce qu'on l'a vu aussi que souvent c'était pas tout le temps, les résultats n'étaient pas souvent au bout, et je pense notamment aux Jets, aux Jaguars qui avaient l'habitude d'enchaîner les billets sur la free agency, sur des free agents, et de ne pas en récupérer grand chose. Donc attention du côté des Patriots quand même, est-ce que
sans savoir ce que ça va donner, c'est dur de critiquer, mais c'est une drôle d'intersaison malgré tout, je trouve, du côté de New England. Et est-ce que c'est pas Bill Belichick qui essaye de sauver Enfin, pas son après, si tu me permets, Raph, pour le coup, c'est vrai qu'on a souvent vu des équipes de bas de tableau, en effet, balancer le flouze lors de l'intersaison, sans forcément avoir de cadre. Là, a priori, quand même, avec Belichick et la fameuse Patriot Way, il y a quand même moyen d'avoir une certaine ossature pour réussir à bonifier tout ça. Je te l'accorde. Après, moi, c'est un bémol que je mettrais pour à peu près tout. C'est que de toute façon, la free agency, c'est toujours plus ou moins des paris. C'est-à-dire que là, pour toutes les équipes dont on va parler, on peut pas dire ça y est, ils sont revenus, ils vont gagner, ils vont ceci, ils vont cela. Tout ça, c'est des paris. Tout ça va dépendre du contexte, du machin. Tu le disais pour un Matthew Judon, il y a beaucoup de joueurs, quand ils sortent de Baltimore, finalement, ils sont plus les mêmes, comme certains d'ailleurs quand ils sortent des Patriots. Donc, moi, je suis pas en super enthousiasme en mode ils sont de retour. Les Bills restent au-dessus dans la division sur le simple principe qu'ils ont un quarterback, parce qu'il faut quand même en revenir à ça. Aujourd'hui, leur titulaire, c'est Cam Newton, 8 touchdowns, 10 interceptions l'an dernier. Je serais le premier à faire mon mea culpa. En début de saison dernière, je pensais que c'était une bonne pioche, qu'ils allaient y arriver, etc. Je pense qu'on a quand même vu sur la fin d'année dernière qu'il était quand même plutôt bien cramé, et que ça ressemble pas beaucoup à une solution de long terme. Alors, tant mieux pour lui s'il a retrouvé un contrat et tout ça, mais aujourd'hui, ils ont quand même pas de quarterback. Ce qui est quand même un handicap. Ils ont toujours Newton et Jarrett Stidham. Donc, d'ailleurs, Greg, je vais te poser la question. Est-ce qu'il y a un quarterback à la draft capable de mener cet effectif-là en play-off, du coup ? Il peut y en avoir. Alors après, c'est vrai qu'il y a 3 quarterbacks qui vont se dégager du lot, qui vont sortir du lot en tout cas, sachant que a priori les 2 premières équipes qui vont sélectionner, les Jaguars et les Jets, semblent quand même prédestinés à sélectionner un quarterback vu ce qui sort. Donc après, New England peut monter dans le top 3. Le problème, c'est que alors. Bah oui, très clairement. En 15, je pense pas qu'ils auront... Ils peuvent éventuellement trouver une opportunité, mais il y a tellement d'équipes, je trouve, qui ont des besoins en termes de quarterback qu'il va falloir dégainer si on veut vraiment avoir un QB titulaire, en tout cas d'emblée en 2021. Et ouais, le 3e choix, c'est celui de Miami. Donc est-ce que Miami va céder son 3e choix à New England ? C'est là où ça devient compliqué, et c'est là où après on part un peu plus sur des quarterbacks qui ont du talent, mais qui vont être plus des projets. Et est-ce que New England aura ce temps-là ? C'est possible, mais il y aura quand même toujours cette peut-être volonté de s'appuyer majoritairement sur Newton l'année prochaine. S'ils ne bougent pas en 15, ils peuvent en avoir un intéressant. Ils peuvent, mais il faudra un gros concours de circonstances. Parce qu'il y a 4-5 quarterbacks attendus au premier tour, à mon sens. Enfin, 5 quasi sûrs. Mais ouais. Peut-être que le 5e sera sélectionné en 15, mais il faudra vraiment un gros concours de circonstances, je pense. Raphaël, toi, tu penses qu'avec Cam Newton, ils peuvent faire quelque chose l'an prochain ? Je sais pas. Je pense qu'effectivement, avec tout ce nouveau groupe de cibles, avec un an de plus pour s'entraîner, je pense que ça peut être mieux. Après, effectivement, en fait, moi, ce qui m'a gêné sur la fin de saison dernière, c'est on a senti aussi une gêne physique à nouveau. On a senti... Et du coup, c'est ça. C'est dans quel état est vraiment Cam Newton physiquement, et est-ce qu'on risque pas d'avoir un peu comme l'an dernier, un bon début de saison et après à nouveau des pépins physiques qui s'accumulent, qui refait tomber les Patriots dans une mauvaise... Donc au final, moi je serais quand même pas très étonné que les Patriots voient Cam Newton comme un quarterback de pont, une saison... De toute façon, son contrat a l'air d'être fait pour ça. Donc, je veux dire, si en 15, ils arrivent à, par miracle, à avoir un quarterback qui les intéresse, et même si c'est pour le garder au chaud 1 an. Et puis à Carolina, sa cible prioritaire, c'était notamment Greg Olsen. Donc, il y a peut-être aussi l'arrivée de Tyden, c'est pas non plus une énigme en soi, c'est peut-être aussi lui permettre d'avoir des soupapes de sécurité quand il aura peut-être un petit peu moins de temps éventuellement pour chercher des receveurs sur du jeu un peu plus profond. Il y aura toujours cette alternative là, donc ça peut également l'exposer un petit peu moins dans le domaine aérien. C'est sûr qu'il sera mieux entouré, donc ça peut être un peu mieux. Après, voilà, faut savoir dans quelle proportion. On passe au dossier suivant, messieurs. Objectif doublé pour Tampa, et ils se sont plutôt bien débrouillés avec le plafond salarial. Comme ça, tout le monde est de retour. Chris Godwin, Rob Gronkowski, Shaquille Barrett et Lavonte David notamment. Il reste un Antonio Brown pour l'instant dans la nature, mais je ne sais pas si c'est non plus la pièce maîtresse de cette équipe. En tout cas, ils ont gardé l'essentiel pour l'instant. Est-ce qu'ils sont à nouveau, est-ce qu'ils sont même pas à nouveau, mais est-ce qu'ils sont favoris à leur succession ? Parce que là, ils ont quand même plutôt bien joué le coup de cette intersaison qui pouvait être un peu touchy.
Et finalement, ils ont l'air toujours blindés. Ouais, en fait. on en avait parlé effectivement dans notre podcast pré-free agency où on était quand même pas bien certain qu'ils arrivent à garder Barrett, Godwin, David. On avait des doutes sur le fait qu'ils puissent tous les garder. Ils ont réussi grâce à un petit jeu de masse salariale, tout ça bien exécuté. Écoute, forcément, ça en fait des très très grands favoris à leur succession parce que c'est un effectif très très complet et eux font partie des quelques équipes de la ligue qui à la draft vont pouvoir juste se contenter de prendre le meilleur joueur disponible, même pas forcément chercher une position en particulier et juste prendre le talent générationnel qui te tombe dessus et le meilleur talent. Et alors peut-être, donc ils sont dans une position de roi, hein, clairement. Là, ça a été mené de main de maître. Ouais. Il leur reste pour l'instant, j'ai dit Antonio Brown, mais il y a aussi Ndamu Kongsu, Steve McClendon, Dion Buchanan, Ross Cockrell, Earl Watford, Josh Wells, EQ Shipley et Léonard Fournette qui sont à re-signer. Il me semble que Sou, ils sont en discussion encore. Ouais. On enregistre. Voilà. Est-ce que... Moi, j'ai envie de dire que Sou, c'est évidemment la priorité, mais derrière, c'est des role-players, entre guillemets, qui peuvent combler, non, Greg ? Il y a forcément, je vais pas m'avancer sur les capsules que vous retrouverez dans le cadre de la draft, hein, sur les besoins prioritaires des équipes, mais oui, il y a peut-être un running back quand même, mais encore une fois, tout dépend, vu qu'il y a encore beaucoup de coureurs disponibles, ils peuvent toujours éventuellement re-signer Léonard Fournette pour pas cher, hein. Ça, c'est pas totalement exclu non plus. Un running back, tu le trouves au 14e tour, non ? Un bon, quelque chose comme ça. Je sais pas, il y a plusieurs écoles. Mais oui, non, très clairement, c'est sûr qu'après, oui, c'est plus du role player et des joueurs de rotation pour éventuellement anticiper des blessures ou ce genre de choses. Donc oui, non. Mais là encore, on en revient toujours à la même chose. Il y a encore Tom Brady qui a réussi, on va dire, plus ou moins à mettre de l'eau dans son vin, on va dire à trouver des techniques avec son general manager pour justement dégager des fonds et permettre à son équipe de rester compétitif. Ça a toujours été son leitmotiv même quand il était aux Pats, ça continue de l'être chez les Bucks et c'est aussi ce qui permettra à Tampa Bay d'être candidat clairement annoncé à sa succession en 2021. Je regarde quand même juste les gains en carrière de Tom Brady pour être sûr des efforts qu'il a consentis parce que je sais qu'il le fait, il est jamais au niveau du marché. À l'époque, c'était Peyton Manning qui était tout le temps au-dessus. Mais il faut quand même, c'est peut-être pour ça qu'il s'arrête pas, mais il est quand même à 263 millions de dollars de gains en carrière, hein, Tom Brady. Donc, il a fait un petit effort, mais il est pas non plus. Il est pas à la rue. Hein. Ouais, mais c'est pas comme s'il volait l'argent. Tu vois, bien sûr. Quand tu vois qu'il y a des quarterbacks, alors je vais exagérer, mais avec l'inflation actuelle qui va peut-être prendre un coup avec le Covid, mais quand tu vois qu'il y a des quarterbacks relativement correct qui se retrouve maintenant avec des contrats à 35-40 millions par an, je veux dire, Brady demain il peut très bien aller voir son general manager ou faire monter les enchères en disant moi je veux 70 millions la saison. Est-ce que clairement tu peux lui dire non? Mais à un moment donné, oui, c'est aussi un quarterback qui a su mettre son équipe dans les meilleures dispositions pour qu'il puisse toucher suffisamment tout en permettant à son équipe d'avoir les joueurs qu'il faut autour de lui. Oui, non mais en sachant que là, sur ce cas-là, par exemple, cette saison à Tampa, il a restructuré son contrat, il perd pas d'argent sur le salaire qu'il devait se faire, c'est transformé. Mais c'est tout à son honneur quand même d'accepter ce genre de deal, d'options, de bonus. C'est un peu, alors on va en parler tout à l'heure, mais c'est un peu comme un Drew Brees par exemple qui dégage du cap après avoir annoncé sa retraite. C'est dans la même logique malgré tout. C'est pas exactement la même chose, mais en tout cas, ces deux quarterbacks ont toujours essayé de faire en sorte d'arranger leurs équipes quand c'était nécessaire. Attention, je taquine, mais évidemment, là, quand je regarde, c'est en fait en 2019 et 2020, c'est les deux seules années de sa carrière où il a gagné plus de 20 millions de dollars sur une année. Donc, c'est évidemment, il a fait des concessions par rapport au marché. Hein. Je taquine, mais voilà. Après, il y a toujours une part de mythe parce que, comme dit Raphaël, des fois, c'est aussi des modifications de contrat où il laisse pas vraiment d'argent sur la table pour lui à proprement parler. Il dégage du salary cap. Oui, de la restructuration, on l'a toujours dit. Hein, c'est de l'argent garanti en plus. Donc, ils sont rarement perdants sur des restructurations. Cette intersaison, on en a eu de la restructuration dans tous les sens pour cacher des dollars à gauche à droite. Là, on a fait de la magie cette année. Hein. Il y a eu des restructurations dans tous les sens. En parlant de restructuration, les Saints, justement, et l'après Drew Brees, vous en avez parlé. Drew Brees est donc officiellement à la retraite. Je crois on l'a évoqué à chaque fois qu'on parlait de Drew Brees, je crois, depuis leur élimination en playoff, on parlait plus ou moins comme s'il était à la retraite. Cette fois, c'est officiel. Ça doit être la première fois qu'on parle et que c'est officiel. On peut peut-être dire un mot d'ailleurs. Je vais pas commencer par Hall of Fame ou pas Hall of Fame, mais on peut quand même saluer. Il y a vraiment débat. Non, c'est pour ça que je trouvais ma question idiote et que je m'en suis dispensé. Mais non, mais quel impact est-ce qu'il est dans les légendes? J'ai toujours l'impression qu'il a quand même
petite sous-reconnaissance par rapport à des Brady, Manning, etc. Bah alors si tu veux, je pense que c'est différent. Pour moi, il a forcément un impact non négligeable parce que ça a été vraiment cette révolution, je trouve justement, du jeu qu'on a aujourd'hui, du côté vraiment avec des quarterbacks extrêmement gunslinger, comme on les appelle, les grands mitrailleurs. Voilà, il y a eu des quarterbacks un peu générationnels. Il y a le fameux exemple de Dan Foots dans les années 80, Dan Marino un peu plus tard. Très clairement, Drew Brees était dans cette lignée-là et était déjà un quarterback extrêmement précieux sur le jeu profond, un joueur qui était vraiment capable de détonner à chaque moment dans une ligue qui était pas encore vraiment, même dans une époque où la ligue était encore très traditionnaliste avec un jeu au sol extrêmement ancré, et on voit que c'est aussi par son biais que les mentalités ont évolué, et où aujourd'hui voilà, c'est presque le jeu à la passe qui prévaut par rapport au jeu à la course. Donc c'est compliqué de mettre de côté très clairement l'impact qu'a eu Drew Brees durant ses quasiment 20 années de carrière. Je pense qu'il a fait 20 tout pile. Raphaël, qu'est-ce que tu retiens toi de Drew Brees? Non, bah Greg a tout dit, hein, ce côté effectivement peut-être tournant, pivot sur la ligue qui devient encore plus axée vers la passe qu'elle ne l'avait été avant. Et puis c'est forcément quand même cette histoire, alors là on est dans le très symbolique, mais cette histoire avec les Saints, l'après-Katrina, toute la symbolique qu'il y a eu autour qui était forcément très forte, et je pense que c'est l'épisode que tout le monde retiendra de Drew Brees et des Saints, c'est ce titre cherché après Katrina, et comment il a semblé être un vrai emblème de cette ville de New Orleans, et presque, je vais pas dire mettre New Orleans et les Saints sur la carte, mais pas loin quand même, parce que c'est une franchise qui avant lui était au bas de tableau et galérait pour briller, et il les a quand même mis au top pendant des années et des années. Bah, moi, c'est ce que j'allais te dire, ouais. Je suis d'accord avec Raph parce que, mine de rien, je pense que pour d'autres, ça aurait été plus difficile. On a quand même réussi, malgré tout, je pense, à lui pardonner plus ou moins d'un point de vue local sa sortie très controversée liée au mouvement Black Lives Matter de l'année dernière. Donc, voilà, ça veut pas dire que beaucoup ont oublié, mais en tout cas, voilà, on ne réduit pas, en tout cas, cette déclaration-là, ce personnage à cette déclaration-là. Et il y a d'autres choses, en effet, qui ont fait que, de par le rôle qu'il a joué dans la ligue et de par l'importance qu'il a eu dans la reconstruction de la ville, on arrive quand même à se dire que, voilà, il y a quand même plus de blanc que de noir dans ce qu'il a pu dire ou faire. Dans ses propos. Oui, pardon, oui, c'est vrai que l'expression n'était pas... Elle était pas mal, celle-là. Oui, pardon. Ouais, celle-là est involontaire. Non, mais moi, je vais retenir aussi, tu dis reconstruction de la ville, mais comme Raphaël, quoi, moi, ce que je garde, c'est vraiment la reconstruction de la franchise, parce que c'est une franchise de la loose, hein, quand même, avant qu'il arrive, les Saints. Hein. C'est pas leurs fans, non, c'est eux ou ceux des Bengals qui inventent, je crois que c'est les fans des Saints qui inventent le sac en papier sur la tête avec les deux trous pour les yeux. Oh, il y en a eu beaucoup, hein, les Bucks, pendant leur prestigieuse époque, en ont souvent porté, hein. Ouais, mais je crois qu'officiellement c'est les fans des Saints qui ont inventé ça dans les années 70 ou quelque chose comme ça. Mais ouais, il y a cette reconstruction. Aujourd'hui, ça a l'image d'une franchise hyper stable, bien gérée, avec des effectifs blindés en permanence, qui joue quasiment tout le temps les playoffs, même s'il y a eu un petit creux il y a quelques années. Mais oui, donc il a cette image-là, il a été l'emblème, il a été très fort. Ça va au Hall of Fame directement. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, messieurs? Jameis Winston ou Taysom Hill? Parce que Sean Payton, il a dit « Moi, j'ai ce qu'il me faut en quarterback ». Il a déclaré ça. Ils ont des contrats à peu près équivalents. D'ailleurs, on parlait de magouille salary cap. Hein. Officiellement, Taysom Hill, il a un contrat à 140 millions de dollars, mais avec 3 ans qui peuvent s'évaporer. Donc en vrai, il a que 12 millions sur un an. Enfin bon, c'est n'importe quoi. Jameis Winston ou Taysom Hill, ils ont à peu près le même contrat. Du coup, à peu près autour de 10-12 millions la saison. Qui vous mettez sur le terrain? Est-ce que vous pensez qu'il y en a un qui peut mener cette équipe loin? On va tourner ça comme ça plutôt. Est-ce qu'il y a un franchise quarterback là-dedans? C'est compliqué à dire parce qu'on a vu quand même ces 2 dernières années, de par les problèmes de blessure de Drew Brees, que les Saints sont toujours dû, on va dire, compenser du mieux possible, et que malgré tout, quelle qu'ait été la solution choisie, majoritairement en l'occurrence celle renvoyant à Taysom Hill, il y a quand même beaucoup plus de victoires que de défaites à mon sens. Donc ça montre que même si l'importance d'un Drew Brees est flagrante, c'est pas forcément dans le système de Sean Payton
Voilà, si tu mets un autre quarterback, tu peux peut-être trouver d'autres moyens en jouant sur de la vitesse, sur des trick plays. Tu peux trouver d'autres manières éventuellement d'être précieux et décisif, surtout dans le domaine offensif. Après, on est d'accord que forcément, tu as moins de garanties avec l'un ou l'autre. Moi, si tu me poses la question, si vraiment ils avaient une confiance aveugle en Taysom Hill sur 16 ou en l'occurrence 17 matchs a priori à partir de la saison prochaine, je pense pas qu'ils se seraient autant battus entre guillemets pour essayer de re-signer Winston. Donc je pense que ce sera l'ancien quarterback des Bucks qui sera titulaire. On en dit ce qu'on veut. Il a souvent été, il a marqué quand même pas mal de touchdowns. S'ils arrivent à gommer sa manie justement d'en faire un petit peu trop, je te vois sourire, mais en l'occurrence, voilà. Mais non, mais parce que moi j'ai toujours du mal avec cette rhétorique de Winston, c'est un bon quarterback, sauf qu'il lance trop d'interceptions. C'est vraiment, c'est un mari fidèle, sauf quand il me trompe tous les vendredis, quoi. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Il est comme ça. S'il lance trop d'interceptions, c'est pas un bon quarterback et ça changera pas. On verra. Après, c'est vrai que encore une Après, fois, il y a trop et trop. Enfin. Du côté de Tampa Bay, Bruce Arians, ça n'a pas fait quelque chose de mauvais. Après, on l'a dit notamment en 2020 avec Brady. Arians, il a aussi cette manie de vouloir en faire trop dans le domaine aérien. Je sais pas si Peyton est aussi jusque-boutiste dans cette volonté de vouloir faire lancer Winston coûte que coûte. Mais en fait, ce qui m'interpelle, c'est que tu dis pour toi Winston est titulaire parce qu'ils ont quand même mis Hill devant Winston. Il y aura peut-être, ça va peut-être alterner, ça se jouera peut-être. Et encore une fois, Taysom Hill, t'as même pas forcément besoin de le mettre titulaire, sachant que de toute façon, comme je le disais, tu vas le mettre sur n'importe quel jeu, sur des premières, deuxième ou troisième. De toute façon, on ne sait pas ce qu'il va faire. Donc, on peut très bien utiliser majoritairement Winston, tout en utilisant sur, admettons 10-12 jeux. Je parle où Hill est directement impliqué. Utiliser Hill quand il y a besoin de le faire. Raphaël, tu voulais dire quelque chose? Non, mais moi je rejoins Greg. Je pense que Jameis Winston sera le quarterback titulaire des Saints. Moi, pareil, le fait qu'il cherche à le garder comme ça, j'y vois quand même un signe assez important. Après, tu dis sur ses interceptions, oui, il y a cette saison, sa dernière saison à Tampa qui est presque exagéré, j'ai envie de dire, avec ses 30 interceptions lancées, et je pense pas qu'il en lancera 30. Et d'ailleurs, quand tu regardes statistiquement depuis son entrée dans la ligue, avant cette saison à 30, il avait un record de 19 interceptions lancées. Non, 18 en 2016. Sinon, c'était 14 et 11. Alors, ça reste des taux importants. C'est bien plus élevé qu'un Brady, c'est plus élevé qu'un Rodgers, d'accord. Mais à 14 et 11, interceptions lancées, c'est des saisons qui envoient des Joe Flacco, des Eli Manning au Super Bowl, parce que tu as aussi un effectif construit autour, bien coaché. Et donc, à partir de là, moi, ça ne me semble pas rédhibitoire pour les Saints de viser la victoire avec un quarterback s'ils arrivent à le faire passer de 30 à 20 interceptions, comme ça l'a été en fait toute sa carrière. C'est ça, parce que l'effectif est complet. Il y a un bon backfield offensif, il y a une ligne offensive qui est une des meilleures de la ligue. Ils vont devoir considérer les cibles de par le départ d'Emmanuel Sanders, mais je veux dire, globalement... c'est pas monstrueux ce qu'il y a autour de Winston, et en effet s'il est purement game manager, on va dire, plus, pourquoi pas. Alors juste pour quand même qu'il n'y ait pas de comment dire je vais pas y arriver, qu'il n'y ait pas de quiproquo, merci. Je pense quand même que Winston est un meilleur quarterback que Taysom Hill, parce que j'ai encore moins foi en Taysom Hill. Je pense juste qu'ils sont face au fameux problème de si t'as deux quarterbacks, t'as pas de quarterback, donc avoir deux quarterbacks payer la même chose, où on sait pas qui va jouer quand, qu'on va faire tourner, etc. Ça me rassure pas. Je suis comme vous, Winston, il a le bras, il a le talent, il a plein de choses. Mais voilà, si pour moi c'est pas neutre quoi, si Peyton le met pas sur le terrain l'an dernier, alors que qu'il laisse Taysom Hill se débrouiller pendant 4 ou 5 matchs. Donc j'ai moyennement confiance en ça. Après, vous avez raison sur le fait qu'en effet, s'il repasse qu'à 20 interceptions, mais c'est ça, 15, 20, ok, bon, très bien. Mais pourquoi pas. Après, là où je suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est qu'en effet, je trouve pas que l'effectif soit si blindé que ça. Parce qu'il y a des pertes, tu l'as dit, Emmanuel Sanders, mais aussi Jared Cook, et puis surtout la défense risque d'être moins forte parce qu'ils ont perdu Trey Hendrickson, Malcolm Brown, Sheldon Rankins, Janoris Jenkins. Donc il faudra peut-être parfois courir après le score, et on sait que c'est dans ces moments-là que Winston peut se distinguer d'une manière un peu plus rock'n'roll. Oui, bah après de toute façon, moi je suis persuadé qu'ils vont essayer d'accumuler un peu de choix de draft à la fin du mois d'avril pour justement apporter un petit peu plus de profondeur. Mais si tu regardes les squads de titulaires, je sais pas si sur le papier ça fait vraiment tâche.
Et Non, ça reste une équipe solide. Voilà, hein, c'est ça. pas, Et encore une fois, moins forte. Loin de moi la volonté de vouloir mettre Winston et Breeze sur un même pied d'égalité, mais on a répété ces derniers mois, ça a d'ailleurs été mal pris par beaucoup de fans des Saints, que malgré tout, Breeze avait un peu plus de déchets dans le domaine aérien, et ça n'a pas empêché les Saints de terminer régulièrement parmi les premières équipes de NFC, et voilà, bon, malheureusement de se louper pour eux en play-off, mais voilà, ça n'a pas empêché d'être une équipe extrêmement compétitive, notamment parce qu'on s'appuyait de plus en plus sur Alvin Kamara. Et voilà, et je suis pas sûr que ce soit Hill ou Winston, le quarterback, soit l'élément principal de l'attaque qui sera menée par Sean Payton en 2021. Après, si tu mettais l'intelligence de jeu de Drew Brees sur le bras de Jameis Winston, c'est Terminator. Hein. Tu peux y aller. Hein. Déjà, le déplacement dans la poche, c'est sûr que ça va être intéressant à suivre. Ce serait incroyable. Bon, ça fait playoff ? Ça peut. Tiens, Ça peut, oui. Ça peut. Faut voir Et comment on il bonifie à la draft, encore une fois, mais c'est pas déconnant. Hein. Ils sont dans la division. Pour moi, encore Newton avec les Pats et Winston avec les Saints, c'est pas si éloigné que ça. C'est deux équipes qui peuvent prétendre aux playoffs, même s'ils ont clairement pas le meilleur quarterback de la ligue, loin de là. Les Saints, ils sont dans la division des Buccaneers hein, quand même. Donc, Oui, avec une wildcard, c'est pas non plus farfelu. Hein. Il y a 7 équipes, tu peux même avoir 3 équipes d'une division en play-off. Hein, Voilà. Donc à partir de là, je vois pas pourquoi. 4 c'est- même maintenant, non? Oui, j'allais dire, c'est vrai, au rythme où la NFL rajoute des matchs et des équipes en playoff, on vous parle peut-être que demain, il y a 10 équipes en playoff, hein, on sait pas, et 19 semaines de compétition, ça va très très vite. Donc, bon, ouais, moi je suis plus, moi je sais pas, je les vois plus en transition, surtout avec ce point d'interrogation là. Mais De toute façon, c'est un gros challenge. Hein, le Ouais. renouveau, le poste sur Drew Brees, c'est comme le poste Brady à Foxborough, c'est clair. Moi, je te Alors, rejoins. Je vas-y, trouve Raphaël. que le groupe global est un peu plus faible que l'an dernier, mais on va dire les 22 titulaires, comme on pourrait dire, même si c'est bien plus complexe que ça, parce que suivant les plays, la rotation, tout ça, t'as pas des titulaires forcément établis. Je trouve qu'en termes juste de titulaires, ça regarde dans les yeux les autres équipes de la division et ça regarde largement une place de 7e et 8e en NFC. Hein. Je ne trouve pas 7-8 équipes avec des meilleurs titulaires en NFC. c'est vrai. On passe au dernier dossier et c'est celui des quarterbacks. Alors on vient de beaucoup parler des quarterbacks des Saints, mais on va encore parler de ceux qui étaient disponibles sur le marché. Le premier c'était Dak Prescott à Dallas. Pas de choix, pas de surprise. Il y a toujours la même question, est-ce que c'est trop cher ? 126 millions garantis sur 4 ans. Qui veut parler argent ? C'est un gros point d'interrogation. C'est un joueur qui revient d'une blessure quand même loin d'être anodine. Bon, après on a souvent, moi le premier, dit que Jerry Jones était peut-être le type de propriétaire un peu pas cynique, mais ouais, en tout cas, voilà, qui fait pas trop dans le sentiment, très clairement. Mais là, en l'occurrence, il a quand même récompensé Prescott pour les bonnes années qu'il a fournies durant son contrat rookie. Donc ça me paraît quand même une bonne chose. Il apporte quand même plus que ce que pouvait apporter Dalton, hein, de ce qu'on en a vu. On a au moins eu le comparatif sur l'année 2020. Bah là oui. Voilà, donc après il y a des cibles, il y a une ligne offensive qui va sans doute enfin récupérer la cascade de blessures qu'ils ont eu l'année passée. Donc sur le principe, voilà, vouloir miser sur de la continuité, c'est pas forcément ce qui me choque le plus du côté de Dallas. Ouais. Je vois Raph qui est circonspect. Non, mais je te rejoins. En plus, je te rejoins complètement. Pour moi, c'est pas tellement cher pour plusieurs raisons. Déjà, on a déjà presque des projections sur le prochain salary cap qui devraient être encore supérieures par rapport à l'avant-Covid. Donc, finalement, ce qui va prendre, enfin, sa part dans le salary cap va être beaucoup moins importante a priori dès l'an prochain. On l'a vu toute cette intersaison qu'il y a quand même la possibilité pour les franchises de restructurer des contrats, de trouver des signatures à la bonus, des bonus à la signature. Enfin, donc je me dis, tu peux trouver, suivant comment le contrat est ficelé, tu peux trouver en plus quelques portes de sortie pour réaménager tout ça et que potentiellement, si c'est leur franchise quarterback pour les 10 prochaines années, dans 2 ans, on n'en parlera même pas qui coûte 35 parce qu'il y a d'autres franchises qui signeront pour 50 millions par an des quarterbacks parce que le salary cap sera tellement encore au-dessus. Donc bon, pour moi, c'est dans l'air du temps. Oui, Raphaël, tu fais bien de le mentionner, je voulais le redire, c'est vrai qu'on n'est pas très fan de parler chiffres, hein, vous l'avez vu, on n'a pas fait non plus tout l'argent de chaque contrat, on vous laisse découvrir ça sur le site, on préfère parler du sportif, notamment parce qu'on s'arrange, et notamment parce que tu l'as bien dit, il y a des accords de droits télé qui ont été signés, ça on peut quand même le mentionner, ça se compte en dizaines de milliards de dollars
sur les 10 années à venir, hein, même Oui, plus, c'est jusqu'à oui. 2033. Donc il y a du Amazon là-dedans, il y a des networks américains, du ABC, du ESPN, du machin. Visiblement en plus c'est pas Mediapro qui paye, donc ils auront tout. Hein. Donc voilà, le salary cap il va exploser et faut plus regarder je pense que les chiffres bruts à chaque fois font peur aux gens parce qu'ils disent oh là là c'est encore plus que l'année dernière, etc. Faut vraiment regarder la part du joueur dans le salary cap. Je pense que c'est peut-être plus parlant. Je l'ai pas sous les yeux pour Prescott, elle va être importante cette fois, mais si le salary cap il prend 40 ou 50 millions de dollars dans 2 ans, bah en fait ça part dans le salary cap, elle sera moindre et puis ils se débrouilleront avec le reste. Donc ça c'est... Donc voilà, moi je suis pas choqué, c'est ce qu'ils avaient à faire. De toute façon il n'y avait pas de meilleure option pour eux, hein. Prescott il lançait 450 yards par match avant de se blesser. Je pense pas qu'ils aient... Alors justement vous allez me dire s'il y avait mieux sur le marché, puisque je vous dis qui d'autre a signé. Jacoby Brissett a signé avec les Dolphins, Ryan Fitzpatrick a signé avec les Redskins, Mitchell Trubisky football a signé... team, monsieur Mattei. Ah oui, pardon, Oui. avec la football team. Mitchell Trubisky a signé avec les Bills, Andy Dalton a signé avec les Bears. Je m'arrête là, ou Tyrod Taylor avec les Texans, ça vous intéresse peut-être, je sais pas. Ça pourrait devenir titulaire. C'est ça, ouais. Alors, on peut parler des problèmes de quarterback et juste refaire un petit point trade. Russell Wilson, 3 premiers tours, 2 titulaires, je crois, proposés par les Bears. Ouais. Je crois qu'on en a déjà parlé dans l'émission preview, Raphaël. Je vous avais demandé si vous faisiez le trade, non ? Non, je crois pas. Je crois Non, que on en a pas parlé. c'est tombé un peu après la rumeur de ce que Chicago avait proposé. Et alors du coup, tu l'aurais fait si t'es Seattle, 3 premiers tours, 2 titulaires pour Russell Wilson ? Si le mec veut vraiment plus jouer pour toi, je pense que j'y serais peut-être allé, parce qu'à mon avis un quarterback qui veut pas se bouger pour ton équipe, c'est peut-être mauvais signe. Mais vraiment en discutant 2-3 heures avec lui, quoi. Mais je suis pas certain que je l'aurais fait. Je suis pas certain quand même. On est d'accord. Greg, 3 premiers tours, 2 titulaires. Je suis pas sûr, surtout que les 2 titulaires en question c'était des joueurs défensifs, donc du coup t'as pas de quarterback. T'as les noms ? Il me semble qu'on avait parlé de X Ouais, et il de me semble Fuller. aussi que ça a parlé de... Ouais. X et pardon ? Et Fuller. Ah d'accord, et autant pour moi, j'avais pas le... Il me semble, j'avais hein. pas Après, l'info. encore une fois, après c'est des informations d'insiders qui ont différentes sources, etc., et qui sont pas forcément toujours avérées, mais oui, donc en l'occurrence, ton quarterback, sachant que les Bears ont le 20e choix de la draft, je crois, ça fait chaud quand même pour essayer d'aller chercher ton quarterback remplaçant Russell Wilson, donc j'ai pas de mal à comprendre qu'ils aient refusé, et oui, je me serais très clairement posé la question, en effet. Bon, et puis on en avait peut-être parlé plus tôt en marge de la draft, mais c'est surtout ça, quand on voit ce que les Seahawks font de leur choix du premier tour en plus, Russell Wilson contre 3 choix du premier tour. Écoute, on en parlera peut-être tout à l'heure des Seahawks, mais oui, je pense que laisser partir en plus Russell Wilson, ça aurait peut-être été l'alerte de trop. Est-ce que vous pensez qu'il va bouger, ou est-ce que c'est bon, on a passé là le gros des rumeurs Je pense qu'on a passé le gros des rumeurs. Oui, moi j'ai jamais vraiment cru, et je pense que les Bears vont tenter le tout pour le tout en se disant il y a peut-être une fenêtre de tir, mais je vois pas d'autres rumeurs le concernant, donc voilà, je pense que les Seahawks écoutent en se disant peut-être qu'il y a moyen de faire un braquage éventuellement, mais il faut vraiment que ce soit un truc encore plus détonnant que l'éventuelle proposition que tu as évoquée, et ça me paraît déjà fou. Alors, c'est une sorte de fil rouge de l'intersaison, je pense, donc les échanges Russell Wilson et Deshaun Watson. Alors celui-là, il se complique pour plein d'autres raisons. Est-ce qu'on est d'accord que maintenant que Deshaun Watson est accusé au civil de 13 agressions sexuelles, il y a plus grand monde qui va avoir envie de monter un échange pour lui ? Je suis pas aussi catégorique que toi. Je suis pas persuadé qu'il y ait pas des équipes qui ont envie de tenter le coup. Au contraire, qui se disent il y a peut-être une fenêtre, dans 6 mois il est potentiellement acquitté ou non. Bref, sans dire notre avis là-dessus, je pense que voilà, c'est pas le but, mais d'un point de vue purement NFL, je suis pas persuadé qu'il n'y ait pas des franchises qui continuent à appeler Houston à ce sujet-là. Alors la Ligue, on précise, a contacté les avocats pour suivre la procédure, puisque la Ligue a sa propre justice, on le rappelle, donc elle peut faire à peu près ce qu'elle veut. Moi j'avoue que je suis assez circonspect sur la suite, au sens où les plaintes s'accumulent. Alors il y a la présomption d'innocence, mais il y a l'air d'y avoir un modus operandi, des choses qui se reproduisent, et voilà. Donc encore une fois, allez savoir ce que la NFL va décider. La justice, on rappelle, c'est le principe américain. Pour l'instant ils sont au civil, il n'y a pas encore eu de charge criminelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enquête de police, c'est des charges au civil. Voilà, mais ça me semble compliqué, particulièrement tout possible mouvement. Là, ça fait bizarre de parler de sportif parce qu'il y a quand même quelque chose de très glauque qui se joue à côté. Si tu veux, dans l'immédiat, en effet, je pense que c'est plus trop la priorité de Deshaun Watson à l'heure actuelle, en effet, mais je pense que ça repousse l'échéance
mais ça ne l'annule pas dans l'optique de cette intersaison. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qui se passera, très clairement, hein, c'est pas une évidence ce que je veux dire, mais en fonction de ce qui se passera d'un point de vue judiciaire et surtout de l'échéance, si, admettons, je donne un scénario comme ça, Deshaun Watson est innocenté, admettons, d'ici le mois de juin, je ne serais pas étonné qu'une équipe qui a loupé le coche sur un quarterback lors de la draft se dise en juillet, allez, on y va, on tente le coup. Bon. Donc, voilà. En tout cas, ça va être une des affaires. Tous les ans, il y a un truc sur lequel c'est hyper relou d'écrire sur le site, un peu de justice, un peu de machin, un peu de Covid. Bon, bah cette année, ça tombe sur ça. Hein, donc, Deshaun Watson accusé multiples fois. Donc, on revient au quarterback, ceux dont on parlait. Donc, Tyrod Taylor, en effet, arrive aux Texans. Dans ceux qui ont été cités plus haut, Andy Dalton aux Bears, Trubisky aux Bills, Fitzpatrick à Washington. Voilà, je vais y arriver. Et Brissett aux Dolphins. Est-ce qu'il y a un titulaire potentiel là-dedans ? Est-ce que c'est que des mecs de banc ? Mais il y a Fitzpatrick, quoi. Bah oui. C'est ça. Là, si Fitzpatrick n'est pas titulaire à Washington, mais encore une fois, eux aussi, ils ont l'inconvénient d'avoir un choix relativement bas à la draft, donc il fallait quand même avoir une police assurance, ça veut se dire. Une assurance, on va dire. Ouais, ça une assurance, comme ça. c'est bien, ouais, t'as raison. Ouais. Donc oui, c'était important en tout cas d'assurer ses arrières. Je pense que ça me paraît la moindre des choses. Je suis étonné qu'il n'y ait pas d'autres équipes qui soient positionnées sur Fitzpatrick en l'occurrence. J'aurais bien vu Denver le mettre en concurrence avec Drew Lock par exemple. Ça m'aurait peut-être. Mais bon, il y a peut-être d'autres plans, hein, vu les quarterbacks intéressants à la draft explorés par les Broncos. Mais oui, non, clairement, Fitzpatrick, c'était a priori le quarterback le plus sexy du plateau une fois que Dak Prescott a été tagué. Et pour moi, ça reste le candidat le plus crédible pour être numéro 1 en 2021. Bon, Raphaël, même chose. Fitzpatrick. Ouais, exactement pareil. Brissett, il a une chance si Tagovailoa a un problème. Non, j'y crois pas. T'adores Tagovailoa déjà, j'aime bien. Non, c'est vraiment une question. Non, mais alors après, blague à part, oui, non. Parce qu'il a une expérience de titulaire, c'est pour ça que je pose la question. Déjà, je suis pas sûr qu'on aura les mêmes altermoiements sur le poste de quarterback que l'année passée. Je pense que très clairement, on va donner les clés du camion à Tagovailoa cette année. Après, c'est sûr que d'un point de vue physique, tu peux pas exclure le fait que Tagovailoa ait une éventuelle rechute, et c'est toujours bien d'avoir un numéro 1 bis, en tout cas qui a été numéro 1 par le passé il n'y a pas si longtemps que ça du côté d'Indianapolis. Donc oui, non, c'est pas un mauvais calcul en soi. Après, à mon sens, Brissett n'arrive pas pour être en concurrence avec Tagovailoa dès le camp d'entraînement. C'était le sens de ma question, c'était au cas où il y a un problème. Bon, voilà. Tiens, d'ailleurs, il y en a un qui a dit, on m'a dit que je suis venu pour être titulaire, c'est Andy Dalton. Mais oui. Moi, je sais même pas pourquoi je pose la question, lui il l'a dit. Bah exact. Oui. Donc Andy Dalton, c'est vrai qu'on parlait de situation compliquée au poste de quarterback. Andy Dalton, Nick Foles, là c'est quand même une course des seigneurs du côté de Chicago. En soi, je comprends quand même la déclaration d'Andy Dalton. Je suis pas hyper surpris que le mec se sente pas perdant d'avance dans une bataille de quarterback face à Nick Foles, tu vois. Oui, face à un mec qui s'est fait mettre sur le banc par Gardner Minshew et Mitchell Trubisky, a priori. Ouais, ça me semble pas. Alors après, je sais pas si Chicago a d'autres plans en tête via la draft, via je sais pas quoi. Je serais pas surpris que Dalton batte Foles d'ici la fin du mois d'août, hein, sincèrement. Moi, ce qui m'impressionne quand même, c'est l'écart. C'est-à-dire qu'on parle de rumeurs pour aller changer Russell Wilson, et 2 jours après, on fait allez les gars, paf, all-in, Andy Dalton. Est-ce que c'est pas un plan machiavélique ? Peut-être qu'ils ont signé Andy Dalton pour s'en servir de monnaie d'échange pour Russell Wilson. Oui. Ah oui, putain. Ah ça va être beau, ça. À mon avis, du côté de Seattle, on s'en frotte déjà les mains. Mais non, en plus sérieusement, c'est vrai que Andy Dalton, encore une fois, il a montré à Dallas, parce que c'est vrai qu'on l'avait mis de côté forcément à Cincinnati parce qu'il arrivait très clairement au bout d'un cycle. C'est un backup qui peut être un bon titulaire quand on a besoin de faire appel à lui. Après, on l'a dit, franchement, offensivement, déjà à Chicago, c'est pas l'extase. Je pense que déjà Andy Dalton à Dallas, alors il y a eu des problèmes de blessure, mais déjà à Dallas, avec ce qu'il y avait autour de lui, c'était pas non plus extraordinaire. Je le vois pas à Chicago avec ce qui est mis en place par Nagy, même si avec Bill Lazor, promu coordinateur offensif, en tout cas promu pour appeler les jeux l'année passée, c'était un poil mieux. J'ai du mal à le voir vraiment, cette attaque hyper explosive. Mais je ne demande qu'à me tromper pour les fans des Bears. Mais bon, ils ont été en play-off l'année dernière avec la bataille Foles-Trubisky, donc bon. C'est vrai. Alors, Jean-Michel transition, Mitchell Trubisky aux Bills, justement, donc fin de sa brillante carrière à Chicago. Bon là, alors soit il enterre sa carrière, soit les Bills ont décidé de faire une Belichick, c'est-à-dire on le signe, on le met remplaçant, on fait croire à tout le monde qu'il est bon, un an après on le revend beaucoup plus cher sans l'avoir fait jouer. Il a signé un an de toute façon, non ?
Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Bon, après, oui. Ah oui, non, il a signé qu'un an. Oui, ils le en plus, revendront donc pas. il peut même pas le C'est pour revendre. ça que j'étais un peu. C'est pour ça que Pas j'ai autant tiqué un pour peu. Mais oui, non. Après, encore une fois, c'est bien d'avoir un joueur parce que leur remplaçant c'était Jake Fromm, je crois, qui a été drafté l'année passée. Ça permet d'avoir un vétéran au cas où, s'il a encore niveau blessure pour Josh Allen, qui reste un quarterback qui court quand même assez majoritairement, même s'il s'est développé dans le domaine aérien. C'est toujours bien d'avoir un quarterback éventuellement pour prendre la suite si besoin. Bon. Mitchell Trubisky, moi je me suis un peu lâché dans l'article sur le site, j'avoue que je me suis On n'a beaucoup pas amusé. ressenti ça. Ouais. Mais alors, moi déjà, il faut un peu s'amuser, hein, parce qu'on écrit quand même, je sais pas, genre 20 articles ou 30 articles par jour sur la free agency. Au bout d'un moment, écrire machin à signer avec un tel pour un tel montant et tels sont ses stats. Vous vous doutez bien que des fois, on a envie d'un peu se lâcher. Donc rien contre Mitchell Trubisky, j'avais juste envie de me marrer. Et puis voilà, on peut se marrer un peu, non? Jingle et les vainqueurs et les perdants. Hey, what's up? This is Nate Burleson, 11-year NFL vet, all over the place in TV right now, and you are listening to the Touchdown Podcast. Les vainqueurs et les perdants, messieurs, pour cette free agency. Je vous laisse commander. On fait quoi? On fait 2 chacun, on a dit? Ouais. Comme vous voulez. Moi, je m'adapte. Hein. C'est ça. Bon, alors on s'est pas concerté, ça se trouve il y aura des doublons. Un vainqueur, Raphaël, allez, c'est parti. Alors, j'ai essayé de sortir des Tampa Bay Buccaneers dont on a déjà parlé pas mal en début d'émission et qui me semble clairement un des grands gagnants vu tout ce qu'ils ont gardé, donc en les excluant, on va dire. Bah écoute, moi j'aime bien quand même alors ça va être la 2e année de suite qu'on les met dans cette catégorie. La première fois ça n'a pas forcément marché, mais j'aime bien malgré tout ce qu'a fait Arizona. La signature d'un vétéran comme JJ Watt sur la ligne défensive, ils ont gardé Marcus Golden, ils ont fait venir AJ Green qui peut être un peu un Larry Fitzgerald bis pour apporter de la rotation sur le poste de receveur. Et puis ils ont fait venir le centre Rodney Hudson qui est un excellent lineman offensif qui est dans le top 3 son poste depuis quasiment 10 ans en NFL, qui est absolument sous-coté et qui va complètement solidifier l'intérieur de cette ligne, qui était un des points faibles à mon sens. Donc je trouve que c'est assez cohérent de la part d'Arizona sur le papier. Moi je suis plutôt séduit. Très bien, très bien. Bah oui, on est plutôt d'accord. Je vois Grégory qui hochait la tête grandement. Oui, bah c'est le principe maintenant, c'est que t'es dans le contrat rookie de Kyler Murray, t'as le moyen d'être dans la continuité de ce qui avait été bien fait l'année dernière, parce qu'en effet, la free agency avait déjà été très bien gérée l'année passée, avec en plus le trade de DeAndre Hopkins. Là, t'apportes en plus des vétérans dans le vestiaire, ce qui est tout sauf une mauvaise chose. Donc oui, non, je rejoins Raph, c'est une bonne intersaison de la part des Cards. Eh bien, un vainqueur pour toi, Grégory. Bah, on en a parlé il y a quelques secondes, mais les Bucks font revenir tout le monde, mais les Bills aussi. Malgré tout, Matt Milano donc qui revient, alors ça c'était un petit peu avant. J'étais quand même étonné qu'ils arrivent à faire revenir également John Feliciano sur le poste de garde. Je pensais qu'il aurait pas mal de suiveurs et là en l'occurrence ils ont réussi à le re-signer. Darrell Williams également sur le poste de tackle droit, ça c'est tout sauf négligeable. Je pensais qu'il laisserait partir John Brown pour donner un peu plus de snap, on va dire, à Gabriel Davis. Ils vont quand même chercher Emmanuel Sanders, qui reste un vétéran et qui a continué de produire ces dernières années chez des équipes qui jouaient le premier rôle. Il y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ans avec les Niners au Super Bowl. Donc non, franchement, il y a... et puis on le disait, bon après... Trubisky, c'est bien d'avoir un quarterback numéro 2 en l'occurrence, mais ouais, non, ils arrivent quand même. Ils ont signé Levi Wallace qui était un bon cornerback pour pas grand chose en plus. Donc non, franchement, c'est très très cohérent ce qui a été fait de la part des Bills, qui avaient un peu moins les coups des franches financièrement et qui, je trouve, s'en sont très très bien sortis en faisant revenir des joueurs précieux dans l'effectif. Très bien. Raphaël, d'accord avec les Bills vainqueurs? Ouais, complètement. Greg a déjà tout dit, donc je vais pas reprendre, mais ça fait une équipe qui est vainqueur dans le sens elle s'est pas affaiblie et même elle se renforce à mon sens, donc à partir de là ça peut être largement cité dans les vainqueurs. Bah de même, on est tous d'accord. Je sais pas si vous allez être d'accord avec moi. J'ai mis les Titans dans les vainqueurs. Alors je sais qu'il y a eu des pertes. Et oui, voilà, je savais que Greg ferait des gros... Je sais que Greg ferait des gros yeux. Et ben vous savez quoi? J'aime bien les signatures qu'ils ont fait. Alors oui, ils ont perdu Adoree Jackson, ils ont perdu Kenny Vaccaro. Ils ont perdu leur défense. Ouais, mais alors tu vois, remarque qu'ils en avaient pas. Je suis sévère. Mais voilà, alors c'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ils en avaient pas de toute façon une très bonne défense. Moi, j'aime bien la signature de Denico Autry. Je trouve qu'il apporte de la qualité au milieu de la ligne.
Bud Dupree apporte quelque chose. Je sais que dans la rédaction, il est pas très aimé. Je dis pas que... Alors, du coup, par effet d'inversement, dans la rédaction, tout le monde pense que je suis ultra fan de Bud Dupree. C'est pas totalement le cas. Je trouve que c'est un joueur solide et que c'est une signature qui peut être solide. Après, le montant, il y a 35 millions garantis, c'est beaucoup, mais on sait ce que c'est, les contrats, on se débrouillera avec. Donc, ils gardent Jayon Brown, ils ont le Bud Dupree, ils signent Denico Autry, ils signent Janoris Jenkins. Je pense que s'il laisse partir Jackson, c'est qu'il y a une raison, je me le laisse penser. C'est quand même une équipe qui est plutôt bien gérée depuis 2-3 ans, donc c'est qu'il y a un problème sous-jacent s'il laisse partir un joueur qui a ce talent-là. Donc je leur laisse le bénéfice du doute là-dessus, ça me paraît gros, je comprends pas ce qui se passe, mais pourquoi pas. Mais je trouve ça cohérent. Encore une fois, même en ayant perdu des trucs, je trouve qu'ils sont quand même cohérents et qu'ils continuent dans une solidité et dans un style pas glamour, mais qui tentent des trucs pour combler les faiblesses. Donc voilà, je suis prêt à me faire dégommer par vous, mais je m'y accroche. Raph, tu commences, je commence. Non, mais écoute, je vais commencer, mais pour moi, tu soulignes un peu le problème en disant il reste dans le style pas glamour, mais en fait, à mon sens, encore une fois, ils ne font pas venir d'impact player en défense, ils ne font pas venir de joueurs, de game changer à l'intersaison. Mais il y avait qui, tu vois, qui pouvait signer là? Qui aurait été un game changer. Tu vois, Dupree, sur le papier, c'est un potentiel quand même. C'est un gros pari, hein. Il revient d'une blessure assez importante. Pari, il revient de blessure, il explose la saison où TJ Watt explose, enfin il y a quand même beaucoup de trucs. Pour te répondre, quel game changer il pouvait faire venir en défense, je sais pas, je les ai pas tous là, je les ai pas en tête forcément, mais enfin pour moi, Denico Autry c'est sympa, mais c'est un joueur de rotation. Janoris Jenkins c'est un match sur deux. Je sais pas si t'es plus gagnant avec Jenkins qu'avec un Butler par exemple. Bah ouais. Pour moi, ça s'équivaut, on va dire, mais au meilleur des cas. Tu vois, tu dis il pouvait faire venir qui, mais il y a un JJ Watt qui est parti chez les Cardinals. Et puis, non mais alors. Bon, je sais pas. Il est trop loyal, JJ, il serait pas allé chez un rival de division. Ouais, on va dire ça, ouais. Non mais puis, alors, la défense, de toute façon, je plaisantais, j'exagérais un petit peu. Il y avait des points intéressants, notamment sur le run-stop. C'était pas non plus une équipe qui était à la rue. C'est clairement le pass rush qui a toujours été le problème de cette équipe l'an passé. Et en effet, Bud Dupree peut apporter dans cet esprit-là pour prendre la place d'un J.D. Von Clooney qui a jamais apporté ce qu'on attendait de lui en 2020. Moi, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est que la défense, déjà, ne s'est pas clairement améliorée selon moi. Pas uniquement avec Dupree en tout cas. Je trouve qu'au niveau du backfield défensif, on a beaucoup misé sur des jeunes. Mais il n'y a pas grand-chose qui m'impressionne par rapport aux joueurs qui ont été coupés. Et puis surtout en attaque. Déjà, il y a le point d'interrogation pour savoir comment ça va se passer avec le départ d'Arthur Smith. Et puis en plus, hormis AJ Brown, je vois pas de receveur d'impact. Sur le poste de tackle droit, ils ont cuté Dennis Kelly qui avait réussi à compenser le mauvais choix Isaiah Wilson à la draft. Moralité, ils ont été chercher, je crois, Kendall Lamb, le tackle des Browns. On va dire au moins qui peut être un titulaire intéressant, mais qui va pas non plus être un top tackle. Ils perdent Jonnu Smith encore une fois. Faut le rappeler qu'il reste un taille important. Ils pouvaient pas signer 15 gars non plus. Mais c'est pas ce que je dis. Mais encore une fois, moi mon propos c'est de dire que non seulement la défense s'est pas améliorée, mais j'ai presque dans l'idée que l'attaque s'est affaiblie autour de Ryan Tannehill autour des trois principaux stars offensives. Je vais pas dire tout de suite que c'est ma hype de la saison parce que voilà, mais pourtant ça a marché pour les Jets et les Raiders. Tu devrais le dire tout de suite aux fans de Tennessee. Mais moi je fais confiance. Je fais confiance. Ton deuxième vainqueur, Raphaël. Alors c'était pas évident parce que je trouve pas qu'il y ait d'équipe qui est particulièrement dominée, on va dire, l'intersaison. Enfin, je sais pas vraiment d'ailleurs si on peut dire ça, mais j'aime bien malgré tout ce qu'ont fait les Chargers. Qui sont dit allez, on a un potentiel joyau avec Justin Herbert et notre tâche principale à l'intersaison c'est de renforcer l'attaque pour l'aider, et donc tu fais venir Corey Linsley qui était le meilleur centre probablement disponible de cette free agency. Tu fais venir Matt Failer qui est l'ancien lineman de Pittsburgh, qui est un bon lineman, qui est très polyvalent, qui peut jouer sur plusieurs postes de la ligne offensive et qui va pouvoir combler les trous à la fin de l'intersaison. Jared Cook qui a un tight end de métier qui va pouvoir apporter aussi. Et qui connaît bien le coordinateur offensif d'ailleurs. Qui connaît bien effectivement le coordinateur offensif. Sur le papier, moi j'aime bien ce que font ces Chargers pour aider Justin Herbert. Donc
Écoute, moi je les mettrais bien dans les gagnants. C'est pas un grand gagnant de l'intersaison, hein. Je te dis pas que l'équipe a passé un cap tout de suite avec ça, mais sur le papier j'aime bien, c'est intelligent, j'aime bien. Grégory. Oui, non, Raph a tout dit. Ce qui est important, c'est qu'ils considèrent la ligne offensive, ou en tout cas l'intérieur, sachant qu'il va y avoir des bons tackles à venir lors de cette draft et qui pourront éventuellement prendre le tackle côté aveugle qui leur manque cruellement depuis un petit moment. Donc ça, c'est assez pertinent. Après, il y a quelques trous à combler en défense, mais la free agency n'est pas terminée. Donc je rejoins Raph là-dessus. Ah, tu vois, un tackle à la draft, des trous en défense, les Titans peuvent, Le forceur. peuvent combler. Ton deuxième vainqueur, Greg. Écoute, je me suis un peu questionné. J'avoue que j'irais plutôt vers les riches, hein. Les Kansas City Chiefs, quand même. Alors, tu les trouves vainqueurs, toi. alors, attention. Il y a des bémols. C'est vrai que la stratégie de cutter tes 2 tackles titulaires, forcément. Oui, c'est un bémol déjà. Voilà, on va dire. Mais bon, ils arrivent quand même à renforcer malgré tout la ligne offensive. Il y avait besoin de renfort. Alors, je trouve que 3 gardes, ça fait peut-être un peu beaucoup. Puisqu'en l'occurrence il y a Duvernay Tardif, il y a Joe Toney, il y a du coup Kyle Long qui est sorti de sa retraite. Ouais. Et il me semble qu'il y en avait un troisième que Il y a malheureusement. Mike Remers qui a été signé. Ah oui, alors là pour le coup c'est Mais plutôt c'est plus tackle. tackle, Mais alors du coup ouais. non, c'est moi qui m'embrouille. Du coup je parlais de 3. Pour moi il y a 3 gardes titulaires on va dire, avec en effet le retour supposé de Duvernay Tardif. Ils ont drafté un tackle relativement tôt l'année dernière avec Lucas Niang. Après je pense qu'il y a quand même besoin malgré tout de considérer l'extérieur, mais la ligne offensive qui était un chantier apparent, notamment sur l'intérieur pendant le Super Bowl, c'est déjà quelque chose qui peut être amélioré. Et là encore, on attendait de voir comment ils allaient pouvoir développer Clyde Edwards-Helaire. Ils arrivent quand même avec la ligne à blinder ce secteur-là pour vraiment rendre le jeu au sol encore plus dominant, enfin un peu plus dominant, et en tout cas à rendre cette attaque encore plus explosive qu'elle ne l'est déjà. Je me permets d'être le contradicteur cette fois, Vas-y. mais tu dis le problème venait de l'intérieur et ils ont coupé les 2 tackles, donc ça me semble un petit peu problématique. Alors encore une fois, j'aime pas trop parler pognon et tout ça en général, mais ils ont quand même donné plus d'argent garanti à Joe Toney que ce qu'a pris Trent Williams en termes de garantie. D'autant que ça aurait peut-être été Ils mieux étaient sur d'avoir un Trent tackle Williams, dans ces cas-là. L'historique blessure est pas le même non plus. Joe pas le Toney, même, c'est on est quasiment d'accord, 0 mais- snap raté en carrière. Je peux comprendre que tu Oui, dises oui. le mec est ultra solide et je sais qu'il va être là pour 6 ans à solidifier ma ligne. Hein, Oui, mais ce que je veux dire, c'est que quand t'as coupé tes tackles, ça aurait été plus judicieux pour moi de mettre le pognon sur Williams, qui est un tackle all-pro quand même. Quand Oui, il est mais là, donc, de ce que j'ai vu, ils étaient en contact ont avec essayé, Williams. ouais. Ils ont essayé, Après, ouais, ils ont les essayé Niners après. le blindent, quoi. Après, peut-être pas en Oui, termes oui, d'argent oui. garanti, mais le contrat de Williams, c'est quand même quelque chose. Mais tu- oui, après tu vois- je répète ce que j'ai dit avec les Chargers. Il y a des tackles très intéressants à venir lors de la draft. Et ils ont toujours moyen de récupérer un tackle gauche performant à aligner justement à côté de ces nombreux gardes potentiellement pro-bowlers au sein de leur effectif. Mais tu vois, là, moi où je suis pas d'accord totalement avec toi, c'est que tu dis ils vont pouvoir blinder le sol, etc. C'est quand même pas une équipe de jeu au sol, quoi. C'est pas la priorité. Ça empêche pas. Là, tout le monde les attend à la passe. Par moments, c'était même un petit peu caricatural le fait que une fois que Mahomes a plus de solution au Super Bowl, le jeu au sol était quasi inexistant. Ouais. Voilà, ça peut en effet permettre de. On a souvent critiqué Andy Reid qui manquait de respect à ses coureurs. Puis, Là, en Edward- l'occurrence, il veut leur donner de l'importance, pourquoi pas? Puis Edwards-Helaire, c'est pas quand même tout à fait le prototype du mec qui court entre les tackles et entre les gardes, quoi. On sait Plus pas. de rapidité. On sait pas. plus de... Encore une fois, là pour le coup, franchement, tout ne me rassure pas dans ce qui a été mis en place par les Chiefs. Encore une fois, je trouve qu'il y a encore des trous en défense. Et ils ont fait revenir Taco Charlton, qui apparemment semble être leur deuxième edge rusher derrière Frank Clark. Bon, mais on n'a pas non plus de pertes hyper importantes, je trouve. Donc non, pour moi, c'est quand même des gagnants. Alors qu'ils auraient très bien pu se faire dépouiller et pas forcément aller chercher des gros poissons comme ils l'ont fait. Il faut respecter les choix des autres, ouais. même quand on n'est pas du Ça tout me fait d'accord plaisir. avec eux. Non, mais je suis content comme ça, j'ai pu être pas d'accord avec un truc. Les Giants, pour moi, en deuxième gagnant, c'est pareil, hein, c'est pas... je suis d'accord avec vous, je pense que c'est pas évident, il n'y a pas des grands gagnants. Moi, c'est vraiment juste pour le fait qu'ils ont quand même apporté Kenny Golladay, Kyle Rudolph à l'ami Daniel Jones. Il n'y avait pas grand-chose autour de lui par le passé.
Donc voilà, ils tentent quelque chose, ils veulent voir ce que Daniel Jones a. C'est cher pour Golladay, évidemment, c'est toujours cher pendant la free agency. J'aime bien Kyle Rudolph, et puis derrière ils tentent Adoree Jackson. Alors ils font un bon coup, parce qu'ils le récupèrent des Titans qui l'ont coupé inexplicablement. Donc Adoree Jackson, voilà, ils gardent Leonard Williams, ce qui était quand même important. Alors évidemment il y a toujours ce syndrome de est-ce que c'était l'année du contrat. Ça on sera bientôt fixé, mais voilà, il y a la perte de Kevin Zeitler qui est embêtante pour la ligne offensive, évidemment, c'est pour ça que je dis qu'il y a des bémols, mais voilà, la free agency c'est jamais parfait, t'arrives jamais à garder tout le monde, mais voilà, j'aime bien l'idée de dire bon bah voilà, on file toutes les cibles à Daniel Jones et puis on va se fixer, quoi. Juste une excuse, je vais pas développer dessus, mais parlant de New York, j'aime bien ce qu'ont fait les Jets. J'aime bien les joueurs qui ont été choisis, même si la reconstruction va être plus importante, mais il y a la draft, je pense, majoritairement pour ça. Mais c'est une des rares intersaisons, en tout cas, où je suis assez intéressé par ce qu'ont fait les Jets pendant la free agency. Les perdants, Raphaël. Les perdants, alors, c'est pas forcément des... J'ai deux équipes, je vais commencer par la première. C'est pas forcément des perdants dans le sens, je suis persuadé que l'effectif est beaucoup moins fort que par le passé, tout ça, mais c'est plus par des directions que je comprends pas, je vois pas où vont ces équipes. Et donc une des premières, c'est les Las Vegas Raiders. On a les mêmes. Enfin, franchement, on a les mêmes. J'ai du mal à voir la direction prise. Il y a déjà ce chantier sur la ligne offensive là, qui était une des meilleures de la ligne, et puis ça vire Trent Brown, ça vire Gabe Jackson, ça vire Rodney Hudson. Bon, alors visiblement, ok, il y a des joueurs jeunes intéressants sur la ligne. Pourquoi pas. Le seul que tu fais revenir, c'est Richie Incognito, qui est la bombe à retardement potentiel. Bon, on est quand même pas à l'abri qu'il fasse une connerie à Las Vegas, voilà, et puis après, Solomon Thomas, sur la ligne défensive, je suis sceptique. Yannick Ngakoue, il s'est complètement perdu l'an dernier. Oh, attends, t'exagères. Il s'est perdu, attends, enfin... déjà, je pense qu'il jouait pas dans un système qui lui correspondait le mieux. Après, franchement, à Minnesota, il fait un bon début de saison, et à Jacksonville, on a rarement eu grand-chose à lui reprocher. À Jacksonville, je suis d'accord. Après, moi, je l'ai pas quand même. Je suis comme Raphaël. Moi, j'attends de le revoir quand même. Alors après, oui. Après, il y a John Brown qui apporte de l'expérience au poste de receveur que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est un bon receveur. Mais tu vois, j'ai du mal à voir la direction qui est prise parce que tu fais partir des vétérans, tu fais venir d'autres joueurs. Enfin, je sais pas vraiment. Est-ce que c'est de la reconstruction ? Est-ce que c'est passer un cap ? Enfin, je sais pas. Je suis sceptique. Ça n'a pas de sens. Je me permets de te couper. Vas-y, Greg, tu rejoignes Raph, donc vas-y. Parce que c'est ça. Moi, je les avais en premier perdant aussi. Je suis comme toi, c'est-à-dire que ils avaient un point fort qui était la ligne offensive. Ils ont complètement dilapidé ça. Ils essayent de reconstruire leur défense. Alors oui, Ngakoue, pourquoi pas ? Moi, j'attends de revoir aussi. Mais pourquoi pas. Solomon Thomas, ouais, beaucoup moins, quoi. Donc il n'y a pas vraiment de non plus truc hyper convaincant en défense. Kenyan Drake quand même. et voilà. Et alors moi j'allais finir là-dessus. Kenyan Drake, 2 ans, 11 millions, quoi. Voilà. Alors je disais en rigolant tout à l'heure qu'on trouve des running backs au 14e tour. Eux, ils lui filent 11 millions. Donc visiblement, John Gruden, il vit toujours en 2003. Donc, mais tu le sais déjà, t'as pas attendu cette intersaison pour le savoir. Mais c'est génial qu'il le confirme tous les ans. Donc voilà, mais c'est vraiment bizarre. Comme dit Raphaël, moi je les avais mis en perdant parce que c'est ça, quoi. Il y a aucune direction. Qu'est-ce qu'ils foutent, quoi. C'est-à-dire que la ligne était bonne. Comme tu dis, en plus, Raphaël, il y a John Brown, moi j'aimais bien. Mais le problème, c'est que maintenant que Derek Carr va se faire pulvériser en moins de 2 secondes, John Brown ou pas, de toute façon. Rappelez-vous qu'il y a Tom Cable à Las Vegas, pardon. Alors, moi, je vais dire très clairement. Alors déjà, je me m'arrête tout à l'heure parce que vous l'avez pas vu, mais du coup, Alain a levé les yeux au ciel, presque levé les bras en voyant Raphaël annoncer son choix pour les Raiders, donc c'est assez comique. Mais non, très clairement, je vais pas vous dire que les Raiders ont été les grands gagnants de cette free agency. Il y a clairement des choix qui laissent un peu pantois, et notamment, et ça a été souligné à plus d'un titre, c'est que on aime bien Mike Mayock dans le côté draft NFL, mais là en l'occurrence c'est un cruel désaveu pour les premiers gros contrats qu'il a offerts à certains de ses joueurs. Trent Brown en l'occurrence, qui lui est parti par le biais d'un trade, Lamarcus Joyner notamment. Il y a quand même beaucoup de joueurs qu'on a invités à prendre la porte, alors qu'il y a 2 ans c'était des vedettes annoncées, donc c'est vrai que ça pose un peu question. Gabe Jackson, c'est pas une surprise que c'était un garde qui commençait à coûter un peu cher. Rodney Hudson, même si voilà, sur le cap il pesait aussi, bon, c'est quand même pas des profils qui courent les rues non plus, quoi. Je veux dire, quand t'as un bon centre, t'essayes de le garder, quoi. Je pense que Mike Mayock, il est en train de voir la différence, tu sais, entre jouer à Football Manager et quand on te donne vraiment l'équipe du PSG, quoi. Après, encore une fois, je veux dire,
ils ont pris Nick Martin de Houston, qui est peut-être Oui. qui a pas le talent d'Hudson, mais qui était un centre honorable. Je pense que, encore une fois, je pense que c'est des économies de bout de chandelle pour pouvoir éventuellement réussir à récupérer d'autres joueurs. Après, du coup, ça fait beaucoup de paris sur la ligne offensive. Ça veut dire qu'il y a un joueur comme John Simpson, le garde, qui a été drafté l'année dernière, à qui on a donné plus de responsabilités. Brandon Parker sur le poste de tackle, qu'on va peut-être mettre à droite en mettant Colton Miller côté aveugle. Ça fait beaucoup trop de paris, selon moi. Et c'est ce qui m'inquiète un peu, surtout que le backfield offensif n'a pas été transformé à mon sens, alors que c'était le principal point négatif en défense de Las Vegas. Donc je vous rejoins, c'est vrai qu'on va s'avancer un petit peu à tâtons et je ne sais pas si vraiment l'équipe a progressé au sortir de cette première vague de free agency. Tes perdants, Greg, est-ce que tu avais les Raiders dedans du coup ou... J'avais les Raiders dedans. Alors attends, qui j'avais en perdant? J'avais quand même pensé aux Steelers, qui eux aussi... Donc, Vas-y. Donc t'avais les Raiders en 1 aussi, on passe au deuxième, c'est ça que je te demande. Non, j'en avais une autre. Mais du coup, en premier, les Steelers. Alors les Steelers. Les Steelers, ouais, alors là aussi, c'est plus des questions financières. Je pense qu'on n'a pas forcément pu s'aligner sur beaucoup de profils, ce qui était assez prévisible malheureusement pour eux. Donc en l'occurrence, Raph en a parlé tout à l'heure, ils perdent Matt Feller sur la ligne. Ils ont perdu également, j'essaie de me rappeler, ils ont perdu Bud Dupree quand même, ce qui est non négligeable. Et j'ai un gros trou de mémoire, je suis désolé. Ils ont perdu des joueurs également sur la ligne défensive, je pense au tackle Tyson Alualu, qui n'était pas la star de l'équipe mais qui pouvait servir également. Ils ont dû cutter Vince Williams, même si on a vu que Robert Spinell... Oui. Mike Hilton est parti aussi. Oui, Mike Hilton, leur nickelback. On rappelle qu'ils ont perdu également Morkai Sponsi, qui a pris sa retraite avec son frère. Ça fait quand même un peu beaucoup. Et là, très clairement, à part, je les vois pas forcément se renforcer sur la free agency. Donc, en attendant de voir ce qu'ils vont proposer lors de la draft, on peut se dire là encore que l'effectif n'a pas forcément été boosté par cette première vague de signature. Raphaël, ton deuxième perdant. Bon, alors, en deuxième perdant, pareil, j'avais pensé aux Texans, mais c'est presque trop simple, parce que là, en termes de d'incompréhension de la direction choisie, 23 signatures, et tu ne sais pas qui, pourquoi, pour faire quoi. C'est un délire le volume Bon, pour les Texans. Là, je reste un peu sceptique parce qu'ils font venir des joueurs. Tu te dirais, c'est presque des contrats de vétérans pour une équipe qui vise un Super Bowl, des petits ajouts. Ils ont quasiment pas de choix de draft intéressant. Donc, en l'occurrence, ils essaient de blinder avec des vétérans qui vont mettre en concurrence. Non, mais je suis d'accord. Mais bon, ça reste étonnant. Mais je les passe de côté parce que de toute façon, il y a tellement d'autres problématiques autour de Houston que l'intersaison, à mon avis, se joue à un autre niveau. Pour moi, c'est les Seahawks. Les Seahawks doivent être dans les perdants. Alors, je reviens sur le principal chantier, mais ils perdent mine de rien Shaquill Griffin, qui était leur meilleur cornerback l'an dernier, qui n'est pas remplacé à l'heure actuelle. Donc, moi, je suis sceptique sur le backfield défensif, qui était assez faible déjà l'an dernier et qui, là, à mon avis, ne se renforce pas. Et puis, la ligne offensive, sur une intersaison, on avait quand même beaucoup de linemen intéressants. On a des mecs des Cardinals qui arrivent à faire venir Rodney Hudson en transfert. Ils prennent Gabe Jackson. Ouais, ils prennent Gabe Jackson à la fin de la fin, et c'est quand même peut-être pas ce qu'il y avait de mieux à faire. Enfin, je sais pas, je comprends pas qu'ils soient pas partis sur un Linsley, je comprends pas qu'ils soient pas partis sur un Tony, je comprends pas qu'ils aient pas cherché à faire venir Rodney Hudson à la place des Cardinals. Enfin, voilà, encore une fois, cette gestion de la ligne offensive me semble assez étonnante. Elle est pas beaucoup moins pire que l'an dernier, mais elle est... Pour moi, ils ne la renforcent pas alors que c'était le problème principal de l'équipe et qu'ils ont leur quarterback qui fait la gueule depuis 2 mois pour ça. Donc, voilà. Pour moi, c'est encore une fois, c'est une drôle d'intersaison. Et puis, ils ont perdu Chris Carson, qui, à mon avis, est un running back assez important. Non, il leur signait, je crois. Non, il leur signait. Ils l'ont re-signé, vous avez raison. Signé, Je sais pas pourquoi, à un moment, j'ai cru qu'il était parti à Miami. Autant pour moi, c'est mon truc. Mais bref, je comprends pas vraiment ce qu'a fait encore une fois cette équipe à l'intersaison. Donc... Grégory, t'avais un deuxième perdant du coup? Ouais, c'était les Seahawks. J'aurais pu, je sais pas ce que t'avais toi comme équipe. Les Packers, c'était un peu la même logique que les Steelers, mais ouais, les Seahawks, c'est quand même un peu compliqué, même si il y a encore des joueurs qui peuvent re-signer, mine de rien. Il y a encore des cornerbacks disponibles pour compenser la perte de Shaquill Griffin. Sur les edge rushers, c'est un peu plus compliqué. Carlos Dunlap est toujours sur le marché, ils peuvent peut-être le signer pour un peu moins cher, mais j'étais quand même très très étonné parce qu'on a vu que cette défense des Seahawks, ça s'est aussi transformé en 2020 avec l'arrivée de Carlos Dunlap. Donc c'est ça qui m'étonne un petit peu, c'est que pour une fois qu'on arrive à récupérer un pass rusher d'impact qui peut permettre de booster justement cette équipe-là, sachant qu'on est incertain concernant le retour d'un KJ Wright, notamment sur le poste de linebacker, sachant en effet que Shaquill Griffin est allé voir ailleurs.
ce serait pas mal peut-être enfin d'avoir un vrai pass rusher dominant du côté de Seattle, et à l'heure actuelle je n'en vois pas un seul. Il y a beaucoup de paris, des LJ Collier, des Rasheem Green, des Darrell Taylor, mais pour l'instant je ne vois pas vraiment de pass rusher établi à l'instant où on se parle. Ça peut changer, je lui disais, il y a Dunlap, il y a Ryan Kerrigan si on prend des vétérans un peu sexy. Mais ouais, va falloir voir, et ça rejoint un petit peu ce que disait Raph. Si en plus t'as pas de vrai tackle dominant, ou en tout cas de tackle du futur à préparer derrière Dwayne Brown, qui a fait une bonne saison 2020, mais qui est pas éternel non plus pour essayer de protéger Russell Wilson, c'est assez étonnant. Cette inactivité globale des Seahawks, au bout d'une dizaine de jours de free agency, c'est pas forcément ce sur quoi je tablais. Moi je suis d'accord avec vous évidemment sur Seattle. Je vais juste terminer, moi en perdant j'avais mis, c'était vraiment par rapport à la hype, parce qu'on m'avait dit ils ont Trevor Lawrence et plein de pognon à dépenser, c'est les Jaguars, parce que finalement ils ont pas dépensé, alors ils ont dépensé, ils ont signé des mecs, mais des Carlos Hyde, Philippe Dorsett, Marvin Jones, Cam Robinson, franchise tagué parce qu'il y avait de l'argent à donner. Bon, il y a des Tyson Alou, mais il y a pas de, il y a aucun truc un peu glamour, un peu game changer, alors qu'on les annonçait quand même. C'est l'équipe, justement, je disais Football Manager tout à l'heure, c'était vraiment le rêve de Football Manager. Tu peux dépenser toute la thune, t'as le premier choix de la draft, t'as machin. Bon, pour l'instant, je trouve qu'ils passent un petit peu à côté de la free agency. Après, c'est difficile. Je suppose qu'il y a plein de mecs qui leur ont dit, moi, je préfère aller jouer ailleurs parce que c'est compétitif. C'est pas totalement de leur faute a priori, mais voilà, je pense que c'était plus l'atout hype qu'on nous avait vendu, et finalement les Jaguars, y a pas grand chose. Ils ont signé Shaquille Griffin, je crois que c'est leur plus grosse signature, quoi. Donc ça fait quand même pas grand chose. Oui, ça fait beaucoup de joueurs de rotation. En effet, là aussi, je pense qu'ils vont quand même miser majoritairement sur la draft. Après, offensivement, je suis pas sûr qu'il y avait beaucoup de chantiers, à part celui de Tyden, bien entendu. C'est plus en défense, en effet, où on pouvait s'attendre à quelque chose d'un peu plus sexy, et où là, en l'occurrence, notamment sur la ligne défensive, je pense qu'il y avait des choix peut-être un peu plus tranchants à faire que ce qui a été fait. Après, on voit qu'un Malcolm Brown, par exemple, n'a pas été mauvais ces dernières années. Non, mais quand t'as le numéro 1 de la draft, a priori, tu peux signer quelques mecs quand même. Oui, mais bon, c'est après, que t'as des trous, quoi. Oui, non, encore une fois, moi je te les mets pas en vainqueur très clairement. J'ai hésité pour les mettre en perdant. Après, il y a de l'activité et il y a quand même des joueurs qui peuvent apporter leur pierre à l'édifice. Mais c'est sûr que c'est peut-être pas des joueurs que j'aurais choisi pour clairement relancer une équipe qui avait le pire bilan de la NFL l'année passée. Raphaël, un mot sur les Jaguars ou on passe aux questions ? Je vous rejoins globalement. Moi, je les aurais peut-être pas mis perdants, mais à la limite, juste ce que tu as dit avec Shaquille Griffin et Tyson Alou. C'est pas des vétérans, mais c'est des joueurs qui sont déjà dans leur deuxième contrat, qui apportent un peu d'expérience dans cette défense qui était assez jeune. Je pense que ça va un peu l'aider. C'est pas flamboyant, ça manque effectivement, comme tu dis. Mais de là d'où viennent les Jaguars, je me dis que c'est déjà un peu mieux en fait. Je les vois aussi comme ça par rapport à leur niveau de base. Encore une fois, moi c'était vraiment par rapport à la hype potentielle de début d'intersaison. Les questions. Les questions, messieurs, pour terminer le retour des questions des auditeurs. J'en commence une, tiens, je lance un débat direct. Baptiste nous demande: pourquoi re-signer Aaron Jones plutôt que Corey Linsley ? N'aurait-il pas été plus judicieux de garder une excellente protection pour les dernières années du numéro 12 des Packers plutôt qu'un coureur, sachant que le duo Williams-Dillon aurait été moins onéreux et pas forcément moins performant que Jones à lui tout seul ? Merci pour les podcasts dans cette longue traversée du désert qu'est la pandémie. Merci Baptiste. C'est l'éternel dilemme, ligne ou coureur ? Question de prix peut-être. J'en suis pas persuadé à 100%, mais et puis encore une fois, on a vu qu'Aaron Jones, son impact était quand même pas négligeable. Alors je sais pas dire que Corey Linsley avait un impact nul. Après ils ont des, pour en avoir discuté avec Alexandre Locke, qui est un de nos rédacteurs à Green Bay, je pense pas qu'il est d'accord totalement avec cette idée-là, mais en tout cas il y a quand même des linemen intérieurs assez polyvalents, et on avait peut-être dans l'idée du côté du front office des Packers de se dire qu'il y avait moyen éventuellement d'intervertir certains joueurs pour compenser ce départ de Linsley, ce qui était peut-être un petit peu plus compliqué pour Aaron Jones en l'occurrence, ou ce qui aurait nécessité en tout cas un joueur beaucoup plus jeune, qui aurait nécessité du temps pour se développer. Raphaël, toi tu prends le lineman et tu jettes le coureur, on est d'accord? Oui, c'est sans doute ce que j'aurais fait in fine. Non, mais je te rejoins. Après, je suis d'accord sur le fait qu'Aaron Jones a un vrai impact, même un peu dans le jeu aérien de cette équipe. Et il y a vraiment
une attaque meilleure quand il est là, il n'y a pas de doute. Après, clairement, la perte de ce centre titulaire m'embête dans une ligue où on a de plus en plus de defensive tackle capables d'apporter de la pression depuis l'intérieur de la ligne. Je trouve ça un peu dommage de se priver de son centre, donc je serais resté sur le centre. J'aime bien m'imaginer un Raphaël coach, tu sais, qui est hyper gentil avec tous ses linemen, mais par contre qui n'appelle ses coureurs que par leur numéro et qui ne connaît pas leur nom, tu sais, qui les méprise complètement. Genre, allez, numéro 23 là sur le terrain. Très bonne question, un peu liée de Clint Eastwood. À votre avis, quel poste en NFL est le plus dépendant de la performance de ses coéquipiers ? Exemple, un running back de sa ligne ou cornerback de ses pass rushers, etc. Si tu fais la comparaison, je dirais plus running back, très clairement. Oui. Un cornerback, il aura toujours moyen de... Si c'est un cornerback assez physique et explosif, il aura toujours moyen en un contre un de vraiment perturber son adversaire, même si le pass rush est bien sûr prépondérant. Mais oui, c'est sûr qu'un running back sans ligne, on a rarement vu des exploits. Je pense que même un Adrian Peterson de la grande époque, il devait sortir un peu les rames. Non mais oui, je rejoindrai Greg sur le running back. J'ai en tête notamment, je crois que c'était la saison rookie ou la deuxième saison de Saquon Barkley où il avait une moyenne où il était taclé avant même d'atteindre la ligne de scrimmage. Donc à partir de là, ça devient vraiment compliqué quand ta ligne te protège même pas jusqu'on va dire à la ligne de scrimmage pour faire des gains. Donc moi j'irais sur le running back. C'est ça, parce que le QB il peut jouer en shotgun pour essayer de gagner du temps, mais bon, le running back, voilà quoi. Et on a vu dans un article statistique avancé publié sur le site d'ailleurs que les quarterbacks bonifient leur ligne aussi. Question de Toff 1, que nous réservez-vous pour cette nouvelle saison TDA ? J'en profite de cette question pour dire que Grégory, dès demain d'ailleurs, on va commencer à enregistrer des pastilles pour la draft. Vous aurez une petite pastille par jour pendant les 32 jours menant à la draft, où ça va être en gros des mini-mock draft par équipe, on est d'accord ? Tout à fait. Voilà, donc vous allez avoir pas mal de choses déjà au niveau de la draft, et puis les 3 premiers tours en direct au lieu d'un aussi d'ailleurs. Oui. Ça c'est une sacrée nouveauté. Vous pourrez, on fera peut-être des captures d'écran des cernes de Grégory au fil des heures pour voir son état. Je pense qu'on peut faire une petite évolution avec les horaires. Ça va pas être triste. Ça pourrait être pas mal. Belichick prépare-t-il un gros trade ou une grosse draft avec cette free agency de fou ? On est d'accord que re-signer Newton, et juste pour assurer le coup, question d'Aurélien, on en a parlé tout à l'heure, est-ce que vous pensez qu'ils vont le faire ? Ça va être ça, oui. Je me permets de m'appuyer là-dessus. Oui, et j'en suis très content parce que, à mon avis, ils vont loucher sur le 4e choix qui appartient à une équipe qui m'est chère. Donc, les Falcons, donc. Voilà. Donc, à mon avis, ça ne m'étonnerait pas en tout cas qu'ils remontent dans le top 5. Mais il y aura des gros candidats, j'anticipe un peu, mais Panthers, Broncos, Niners. À mon avis, ça va batailler sec pour aller chercher un quarterback relativement haut. Raphaël, toi, tu crois qu'il monte 4e ? Moi, ça me paraît haut. Ouais, pourquoi pas. En tout cas, je sais pas si j'y crois, mais je l'espère même, j'ai envie de dire, parce que je trouverais ça vraiment excitant pour l'intérêt de la ligue que les Patriots aient un nouveau jeune quarterback à lancer sous le feu, que Belichick ait un nouveau projet en termes de quarterback. Rien que pour ça, j'ai envie de le voir, clairement. Ils ont encore récupéré des choix compensatoires, donc ils peuvent monter sans forcément que ce soit trop coûteux. Après, de 15 à 4, pour reprendre mon exemple, c'est où, hein. Faut pas donner qu'un 3e tour, mais ça peut en tout cas se faire sans trop de risques pour l'avenir. Question d'Arthur Luth, quel joueur manque-t-il à Arizona pour gagner le Super Bowl la saison prochaine ? Tom Brady. Ils ont des besoins encore, hein. Ils ont quand même perdu un cornerback. On l'a pas dit, ils ont quand même perdu Patrick Peterson. Je suis pas sûr que les fans d'Arizona, alors autant l'intersaison a été bien gérée, je suis pas sûr qu'ils aient forcément vu d'un bon oeil le fait qu'on prolonge Robert Alford pour laisser partir Patrick Peterson, même si les joueurs ne coûtaient sans doute pas la même chose. Donc très, très clairement le backfield défensif là pour le coup va falloir le renforcer parce que c'était déjà un point négatif l'année dernière. Et je serais pas étonné qu'avec l'effectif actuel ça le soit de nouveau. Donc oui, un cornerback important et dominant, ça me paraît la base. Raphaël, pareil, cornerback. Oui. Mais il y en a encore de disponibles, on le répète. Question d'Alexis. Alors, il y avait une remarque de Le Genou de Rogers qui disait: pouvez-vous éviter de parler de Chicago ? J'ai déjà assez souffert ces derniers jours, donc on va s'excuser, c'est déjà fait. Question d'Alexis, c'est une bonne précision. Quand une franchise donne une prime à la signature, il s'agit bien d'argent propre à la franchise et indépendant du salary cap. Alors, non. C'est pas du tout le cas, ça compte dans le salary cap, mais par des jeux compliqués, hein. L'impact est réparti sur plusieurs années, puisque Alexis demandait si dans ce cas-là des franchises riches comme les Cowboys auraient plus de moyens que les Bengals et qu'il y aurait un écart de compétitivité. Non, ce n'est pas le cas, elles ont toutes les mêmes moyens.
Ouais, mais ça a été mis en place. Alors, d'ailleurs, ça a été mis de plus en plus. Alors, tu parlais tout à l'heure, c'est pas exactement la même chose, hein, Taysom Hill, mais c'est les fameuses histoires d'incentives, comme ils disent, avec notamment, je sais plus pour quel joueur ça a été mis en place, le nombre de sacs sur une saison. Je crois que c'est sur, j'ai un doute, je crois que c'est sur Dante Fowler justement à Atlanta, qui a restructuré son contrat et à qui justement on a donné une prime, mais qui varie justement en fonction de ses performances la saison prochaine. Il y a M16 dans les commentaires de l'article qui dit « N'écrivez pas tout est permis pour les questions, on va encore avoir droit à des questions du genre quelle est la météo derrière Alain et autres pertes de temps de ce genre. » Alors il fait bien de le dire, bon là c'est la nuit, donc je vois pas beaucoup, ça a été une journée assez fraîche mais plutôt ensoleillée, je ne sais pas pour vous sur Paris messieurs. Pareil. Ouais, ça va. Ouais, il faisait frais. Question de Bertrand, très intéressante. Bonjour à tous. Brady n'étant pas le quarterback de l'avenir, pourtant pas, quelle serait la meilleure solution? Un échange, un free agent ou la draft? Pensez-vous que le nouveau GM des Broncos... Alors là, il y a une question Broncos ensuite, redresser le niveau. Et Bertrand nous disait, merci, puisqu'il nous écoute depuis cette saison. Alors, on va garder la première de Bertrand sur les Buccaneers. C'est vrai? Est-ce qu'il pourrait sélectionner un quarterback à la draft? Pourquoi même pas au premier tour d'ailleurs? Ils peuvent, alors franchement, si les passes doivent mettre beaucoup en partant du 15, en partant du 32, faut pas s'attendre à ce que ce soit un... Alors, et encore une fois, je suis sévère, il y a le 6e quarterback du plateau, on va attendre d'en reparler, mais qui peut éventuellement être drafté en 32e choix, hein, c'est pas ce qu'il y a plus déconnant. Mais ouais, je sais pas, comme on le disait tout à l'heure, il y a quand même quelques petits besoins, même si c'est plus pour des role players. Et bon, vu ce qu'on a vu de Brady l'année passée, est-ce que c'est vraiment si urgent que ça? Je sais pas. C'est ce que j'allais dire. Il dit le quarterback d'avenir des Buccaneers, mais je sais même pas si c'est pas le quarterback d'avenir de Tampa Bay en fait. Tom Brady au point où on en est. Quoi. Il est encore là pendant 6 ans, donc bon. C'est vrai. Il y a Tom qui nous demande si vous nous faisiez un petit power ranking bien subjectif des fanbases pendant l'intersaison. Je veux du sang, il précise. Ah oui. Je pense que ce serait probablement pour ce motif-là. Moi, je le ferais bien si j'étais assuré que tout le monde a beaucoup d'humour, mais je suis pas persuadé que ce soit le cas sur le sujet. J'ai des doutes aussi là-dessus. Ouais. Donc, on va le garder. J'aurais bien fait une tier list, moi. J'y réfléchissais un petit peu, mais c'est beaucoup de... J'ai trop peur là des insultes, des machins. J'ai pas les... Je sais pas, j'ai pas le moral pour ça là. Les confinements, ça finit par taper. J'ai pas trop envie de me faire insulter. Il y a Tristan qui demandait est-ce qu'on parle de la free agency des Ravens. Du coup, on en parlera dans le conseil de classe. Et alors, il y a quelqu'un qui a posé une question. C'est juste pour savoir si vous avez la ref parce que moi je l'ai pas. Le Saunier demandait épisode 420. Est-ce que votre invitée surprise s'appellera Marie-Jeanne? Est-ce que quelqu'un a la référence ou pas? 420, mais c'est le combien le 420? Bah c'est celui-là là qu'on fait. Est-ce que notre Non, moi ça me parle pas. Ça s'appellera Marie-Jeanne. Alors je sais pas, est-ce que 420 c'est un truc pour dire la Marie-Jeanne, la marijuana ou je sais pas. Merci de nous exposer Alain en même temps que toi, mais. Ben non, mais voilà. 420 Marie-Jeanne. Je me disais, je sais pas, est-ce que quelqu'un aura la ref? Bon bah non. Et bah écoutez, voilà, on fera nos recherches. Ouais. C'est comme ça que se termine l'épisode 420 donc du podcast Jean Actu. Merci à tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Sylvain Wagner, Kevin, I am ADJM et France Max se sont ajoutés à la liste récemment. N'hésitez pas à aller faire un tour sur notre Tipeee. Il y a toujours tout ce qui est décapsuleur, sous-verre, etc. Tous les goodies aux couleurs du site. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Évidemment, ça nous aide bien. C'est en cette période compliquée, dira-t-on, de Covid. D'ailleurs, j'en profite, petit aparté. Vous entendez peut-être des pubs au début et à la fin des émissions quand vous écoutez sur vos lecteurs de podcast. C'est tout à fait normal. Ça permet de financer un petit peu et de mettre du beurre dans les épinards. Encore une fois, en ce moment, c'est pas tout à fait la grosse teuf. Donc, oui, Raphaël, tu allais dire? Tu as un petit coup de cœur pour certaines publicités, peut-être? Non, je cherchais la raison du 420 Marie-Jeanne. Ah oui. Et alors, visiblement, c'est parce que c'est par rapport à la date calendrier américain, ça donne le 20 avril. Et le 20 avril, ça serait la journée pour les défenseurs de la légalisation. Ah, tu vois, on n'était pas loin. Voilà. Ok, très bien. Bon. Je mourrai moins bête ou dormirai moins bête. Voilà. Donc je disais un peu de pub et on vous remercie de votre patience d'écouter ça. Et je tiens à le préciser d'ailleurs, si vous nous écoutez sur YouTube, vous êtes très nombreux à le faire. N'hésitez pas à vous abonner plutôt en podcast parce que ce serait un peu plus pratique pour nous à ce niveau-là. Voilà, évidemment, il n'y a pas d'obligation. On va continuer à les mettre pour l'instant sur YouTube. Je suis étonné du nombre de gens qui regardent une image fixe sur YouTube, mais merci à vous. Mais n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes. C'est plus simple, vous avez plus vite les notifs et ce genre de choses-là.
Et évidemment, si vous préférez YouTube, continuez sur YouTube. Merci beaucoup, Raphaël_TDA sur Twitter et Yellow Radio ça sur Twitter. Toujours un plaisir. Alain, c'est quoi Alain Mattei, TDA Alain Mattei, ouais. Alain Mattei. Je tweete plus beaucoup. Non, mais c'était une petite feinte pour gagner du temps sur la fin de l'émission. Parfait, bien vous avez vu, plutôt que je fais tout d'un coup. @TDActu pour Twitter sur le site, @TDActu pour Facebook, @TouchdownActu pour Instagram, TouchdownActu pour le site. C'est tdactu.com. Merci beaucoup Raphaël et Greg en tout cas. On se retrouve très vite Greg parce que ça va parler draft dans les jours à venir. On l'a dit, les pastilles arrivent dès le 27 je crois, samedi. Tout à fait. Et puis il y a la dernière preview draft consacrée au defensive back également. Dès jeudi. Bon, merci beaucoup Greg, merci beaucoup Raphaël. À très bientôt à tous. Ciao ciao. Analyse, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocklash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit.